Mais ça, je peux pas te le permettre de le dire. Oh merde, ça a enregistré, dis donc que j'étais pas au courant. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans La Vie désastreux, le podcast des opinions discutables, mais qui pourtant les assume. Nous sommes de retour, non pas pour vous jouer de mauvais tours, mais bien pour vous en jouer des bons, avec l'équipe au complet, depuis Cinesponia, ça fait un petit mois, mais Oui. bon, bref, voilà. Oui. Je crois que je m'entends. Attends, je croyais que je m'entendais pas, pardon. Hop, là tu devrais t'entendre, mais j'ai augmenté le son. Pardon. Mais il n'y a aucun souci. Et vu qu'il n'y a aucun souci, je vais vous dire bonjour individuellement. Et je vais m'adresser à Léa. Bonjour Léa. Et oui, salut, ce jeu de regard, je vous ai eu. Bonjour Léa. Bonjour Robin. Ça va Ça va et toi? Ça va très bien. Je vais continuer avec Zara. Bonjour Zara. Bonjour. Salut, je t'ai eu. C'est perturbant. Perturbant. C'est ça. Et enfin, bonjour Julie. Bonjour. Voilà, vous attendez que je vous regarde. Comment ça va? C'est bizarre. Voilà. Et bah ça va. Vous êtes vite calmé par rapport à la discussion qu'on Oui. venons juste d'avoir. Alors pour tout vous dire, ça parlait de Balturgeist au Vatican et du fait que Maïté est encore vivante. Voilà, deux infos, Mais non, deux infos 100% vraies d'ailleurs. Des personnalités historiques qu'on voulait rencontrer, c'était ça la discussion de base. Est-ce que vous voulez donner un petit peu les chiffres? On est sur une émission de chill, on peut donner, pas les chiffres, mais les noms. Les noms des gens que vous voulez rencontrer? Ouais, bon, on se le garde pour l'émission des 2 ans. Non, vas-y Sarah. Alors, moi, dans un ordre non exhaustif, Marie-Antoinette, David Bowie et le tsar Nicolas II. David Bowie qui est là pour Oui, être les le 3 quota. genres, comme a dit Robin tout à C'est l'heure. ça, exactement. C'est une question à laquelle je réfléchis pas beaucoup, mais j'avais dit Marie-Antoinette aussi, Cléopâtre, et j'hésite un peu, mais on va dire George Harrison. Pourquoi? Je sais pas, j'aime beaucoup les Beatles, donc... T'as Voilà. dit Jack Léventreur tout à l'heure. Je hein, dis, pas ouais, mal. mais bon. Ah oui, c'est vrai. T'as voulu Non, te mais- donner un peu de contenance. Non mais en fait, après tu m'as convaincu, c'est vrai que Jack Léventreur, bon, c'était sûrement juste un alcoolo nul, donc autant rencontrer George Harrison plutôt. Voilà, j'espère qu'il va pas Un trop autre mal le anglais, prendre, voilà. cependant. Jack Léventreur. Oui, j'espère que voilà, d'où il nous entend, voilà. Sorry guy. Avec pas tout de- le respect qu'on a pour toi. Bien sûr. Aucun, évidemment, bien sûr. Voilà. Et après, je sais plus, t'avais dit. Bah, je crois que j'avais dit Jésus. Oui, t'avais dit Jésus. Après, mais Bowie aussi, c'est sûr qu'il est dans ma Jésus, liste. Bowie, bien sûr. Même personne pour moi. Mais... Et enfin- après, je sais pas, Kurt Cobain, pourquoi pas, j'aimerais bien. Ah le putain, rencontrer c'est très aussi. bien joué. Stylé. Moi, j'étais resté sur Jésus. Après, j'avais proposé Moïse. Et pourquoi pas Adam, tiens. Voilà, comme ça, le premier. Voilà. Adam Driver. Non, Adam, le premier homme. Non, il Ah a ouais. pas. Qui avait pas. Il est bien vivant. Hein. Oui, Parle oui, pas oui. de malheur. D'ailleurs, Non, non. dans la Bible, ils ont pas de nom de famille. Ça, tu vois, c'est. Ah, c'est dommage. Ils ont pas parce pris le que temps, tu vois. Adam. Adam, premier homme. Adam premier homme ou Adam Dupont, quoi. Enfin, Bref, comme vous l'avez compris, nous sommes sur un épisode chill. Oh, alors ne vous inquiétez pas, nous allons pas vous parler que de personnages historiques, nous allons vous parler de films historiques, peut-être avec des personnages historiques. Il y a un clin d'œil là qui vient d'être fait. Attends, putain, faut que je vire Antoine Griezmann de mon plan. Du coup, oui, en fait, vu qu'on vient de sortir d'un tas de festivals, qu'on vous a sorti des interviews, en veux-tu, en voilà, des chroniques par-ci par-là, on s'était dit, est-ce que le but un petit peu de ce podcast, c'est pas juste des petits recos Est-ce que ça devenait pas trop intéressant? Là, il faut qu'on revienne à quelque chose de plus. Là, on va voir qui c'est les gens fidèles. Parce que là, on vous voit vous abonner pour The Substance et chercher du bon contenu. On va voir si vous allez rester après cet épisode. On vous dit merde, putain, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Bref, du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler des films, 3 chacun et chacune, des films qu'on a vus sur ces derniers mois et dont on aimerait vous parler. Donc, ça peut être soit des petites recos de films pas très connus, des films qui sortent en salle, des films sur lesquels on aimerait revenir, sur lesquels on a un avis un peu plus tranché, hésitant, etc. Bon, bref, voilà, ça va être l'occasion de revenir sur 12 films. Bref, on vous rappelle que si vous aimez cet épisode, ce podcast, eh bien, vous pouvez vous abonner aux différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce si vous êtes sur YouTube, à mettre le petit 5 étoiles sur Spotify, ça permet d'avoir un meilleur recensement. Et si vraiment vous nous kiffez, mais à donf, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux où on poste quasiment rien, mais au moins ça prouve qu'on a des gens qui nous suivent et ça fait plaisir. Comment Oui. ça, le fait de rien poster, ça prouve qu'on a des gens qui nous suivent? Non, je veux dire, si vous êtes abonné à notre compte, Ah oui. on voit, voilà, il y a Ça nous tant donne de un gens ordre qui nous d'idée. suivent. Exactement, Et puis voilà. des fois, on fait des stories pour demander des avis pour des émissions aussi. Oui, je pense qu'on le fera pour le top, mais bon, ça c'est en janvier. Oui. On verra pour les prochaines émissions qui arrivent. Bref, voilà, la pub c'est fait. Et ben on va commencer sans plus tarder avec. Et alors, les films qu'on a vus récemment, dont tu aimerais parler et qui t'ont marqué. Ouais, voilà. Donc on va mettre les 2 jingles à la fois. Comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le film.
Georges, il faut que je vous parle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je crois qu'on a à parler. On peut trouver un nom plus court d'ailleurs. Oui. Et bref, qui veut commencer? Qui veut parler du premier film qui l'a marqué? Allez, Julie, je suis désolé. Zara a baissé les yeux, donc Julie, Tout le monde a baissé les yeux. tu commences. Quel est donc le Ok. premier film par lequel tu veux démarrer ta chronique? Je pense que je vais commencer par le plus vieux des trois. Et c'est Michel Drucker. Michel Drucker, effectivement. C'est Les glaneurs et la glaneuse Ah de Agnès Varda. Cool. Donc, c'est un documentaire qu'elle a réalisé en 2000 et que j'ai vu quand il était sur Netflix. Au moment où je l'ai vu, il y avait écrit bientôt plus disponible, tout ça. Donc, je ne sais pas s'il est encore disponible sur Netflix, mais bon, voilà. Sinon, je pense qu'il est facilement trouvable. Et c'est un film que j'ai adoré. J'aime beaucoup. C'est le deuxième docu que je vois de Varda et... Enfin, voilà, que j'ai trouvé ça incroyable. Le premier, c'était lequel du coup? C'était Les plages d'Agnès, Ouais, il est super. qui est génial. Vous l'avez vu, Les glaneurs, non? Non, justement, mais Varda, j'en ai vu que deux. Un tout petit bout aux abattoirs, Oui. parce qu'il y avait eu une L'expo expo sur l'agriculture, l'agriculture, et du coup, ils avaient passé un extrait. Pareil, quand j'étais... La patate en forme de cœur. C'est tout ça, ouais. J'avais vu cet extrait, j'étais envie de vous tellement que je me suis dit, c'est trop génial. Et donc, comme le titre l'indique, c'est un documentaire qui parle du glanage, donc c'est-à-dire le fait de récupérer, de ramasser, de grappiller en fait des objets ou de la nourriture. Donc ça passe autant dans l'agriculture en fait, le fait donc surtout de se baisser pour ramasser la nourriture. Elle étudie par exemple dans la peinture et dans l'art comment c'est représenté, mais ça va aussi aux glaneurs urbains, ce qu'elle appelle les glaneurs urbains, donc les gens qui vont récupérer, que ce soit la nourriture à la fin des marchés, ou aussi les objets dans les déchetteries, dans les rues, dans les poubelles, tout ça. Et donc ce qui est chouette, c'est qu'elle va montrer donc ces pratiques et dresser en fait des portraits de ces gens en particulier. Et ça va, en montrant en mettant en évidence en fait ces gens, ça va vraiment parler de la société dans laquelle on vit en fait. Ça va montrer qu'on vit vraiment dans une société de consommation et ces gens-là vont un peu refuser ce système-là de consommation et vont trouver une façon alternative en fait de vivre. Ils vont vraiment aller à l'encontre de ce truc de acheter, jeter et vraiment voilà, ils vont trouver une autre façon et elle va montrer les failles en fait de cette société et aussi un peu la misère que peut créer la société de consommation en général. Donc c'est un film que je trouvais super intéressant, très engagé dans son propos et aussi très beau, très poétique et très subjectif en fait. C'est ça que j'aime aussi beaucoup dans les films d'Agnès Varda, c'est le regard qu'elle va porter, parce que déjà elle va représenter ces gens avec tellement de respect, tellement d'amour. Enfin, je trouve ça incroyable qu'elle arrive à faire ça dans tous ses films. Tous les gens sont représentés de façon vraiment comme des personnes qui crèvent l'écran, quoi. C'est vraiment pas du tout des personnages, c'est des gens avec beaucoup d'humanité. Et elle va se mettre aussi de elle-même à l'intérieur du film. C'est elle qui va narrer et elle va raconter parfois des petites anecdotes, se parler d'elle, parler par exemple notamment de son vieillissement. Et en fait, à travers ce film, ça va lui permettre de parler de plein de choses. Et c'est un film, moi c'est le style de film qui fait juste vraiment beaucoup de bien, qui est hyper beau, qui est hyper doux. Et qui est hyper inspirant. Enfin, c'est un type de film qui, vu qu'on ne voit pas forcément très souvent ce type de format, ça donne juste, je sais pas, envie de faire des choses, de créer, de réfléchir, et d'avoir d'être comme Agnès Varda, quoi. D'avoir ce regard sur la vie, cet émerveillement. Elle a aussi ce truc presque un peu enfantin d'être émerveillée partout. Tu disais, Zara, le coup des pommes de terre en forme de cœur. Et il y a vraiment toujours cet optimisme qu'elle a, ce regard hyper joyeux sur tout ce qui l'entoure. Et ce qui fait que c'est magnifique. Moi, tous ces films, à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux. Je suis c'est tellement bien. Bon, voilà, c'est un film que je conseille vraiment beaucoup. Tout très beau et très, très doux. Voilà. Okay. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir d'autres films d'Agnès Varda en dehors de son autre documentaire, du coup un de ses autres documentaires, parce qu'elle a une longue période documentaire. J'ai vu 2 longs métrages. Vas-y, dis. Le seul, je pourrais citer Cléo de 5 à 7. Voilà, j'ai vu Cléo de 5 à 7. Et j'ai vu celle avec la femme sans-abri. Saint-Antoine Nilois. Voilà. Justement, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une sorte de connexion entre Saint-Antoine Nilois et les glaneurs et les glaneuses, sachant que je n'ai vu aucun des deux. On pourrait dans les thématiques, mais je trouve que la façon de traiter le sujet est très différente. Okay. Moi, j'ai beaucoup aimé ces longs métrages, mais je préfère ces documentaires parce que je trouve que juste le fait qu'elle soit dedans, qu'elle se mette dedans avec
je sais pas, sa façon de voir et de vivre, ça rajoute quelque chose de très beau et de très optimiste et de très joyeux, que parfois dans ces films, il y a quelque chose d'un peu plus dur, je trouve. Et du coup, c'est pour ça aussi que je pense que je préfère les docus. Ok. Après, j'en ai vu que 2, donc je pourrais pas parler, mais j'ai très envie de voir le reste de ces films. Est-ce qu'ici, il y en a qui ont vu d'autres Juste là, du coup, je me renseigne rapidement sur le film. Tu savais qu'il y avait une suite ou pas? Non, alors, je savais pas. je sais pas comment il est écrit, mais c'est un film qui s'appelle 2 ans après. Alors, j'imagine que ça revient sur les personnes qui sont rencontrées, etc., qu'elle a sorti, du coup, 2 ans après, en 2002. Alors, bon, après, là, c'était en fonction de ce que te proposait Netflix, mais voilà, juste, il y a une suite. Trop bien, j'ai très envie de le voir, du coup. Eh ben super, en tout cas ça donne encore plus envie, j'avais déjà pas mal envie, mais de toute façon Varda ça fait partie de ces cinéastes dont il me manque cruellement des films. Pour le coup, si on parlait de personnalités qui sont décédées, que j'ai envie de rencontrer, Varda, ça va tout en haut de la liste, ça c'est sûr. Surtout que j'ai souvent entendu qu'il était ultra accessible. Elle a l'air incroyable. On va continuer avec Léa, toi tu vas faire... Un petit pas en arrière niveau qualité, je pense. Oh, je pense. Ah oula, oui, c'est bon. Mais ça arrive. En termes d'époque, 20 ans d'écart. Ouais, moi je me suis dit que finalement, La vie désastreux, ça portait peut-être bien son nom parfois. Du coup, j'avais envie de parler de Dune, de David Lynch, qui est donc sorti en 1984. Qui est, il me semble, la toute première adaptation du roman de Frank Herbert. Je sais pas comment c'est ça, oui. Le roman est sorti dans les années 60. C'est ça. Et après, il y a eu plein de gens qui ont voulu l'adapter. Et c'est finalement Lynch qui s'est retrouvé à le faire. Tout à fait. Et donc, de ce que je sais, Lynch, il a même pas tellement envie d'en parler de ce film. Pour lui, c'est un échec. Et moi, du coup, j'ai découvert le film là, cet été, avec des copains. Alors, j'ai pas lu les livres, mais on en a déjà parlé ici. J'ai vu les films de Denis Villeneuve, en revanche. Et donc, on m'avait vraiment dit que ce serait un film de merde, quoi, en fait. On m'avait dit, non, mais ça va être trop nul. De toute façon, c'est incompréhensible. Il y a rien qui va. C'est trop moche. Moi, on m'avait dit, c'est très moche. Moi, j'avais vraiment retenu ça. Ont-ils tort? Alors... Moi, j'ai vraiment bien aimé, en fait, le film de David Lynch. Alors... Je sais que c'est pas forcément un bon film. En fait, j'ai conscience, en le voyant, de tous ses défauts. Un des gros problèmes du film, c'est que là où Denis Villeneuve, par exemple, a séparé le premier livre en 2 parties, David Lynch, je sais pas ce qui s'est passé dans la production, mais non, ils ont décidé de faire un seul film pour un énorme livre qui nécessitait 2 parties. Et du coup, en fait, il y a un énorme déséquilibre entre la première partie du film qui, on va dire, est... je vais parler en Villeneuve pour que ceux qui ont vu que les films de Villeneuve comprennent, mais en gros, la première partie du film de Lynch est égale à peu près au premier film de Villeneuve. Et après, le deuxième est égal, la deuxième partie, mais un peu plus courte, est égale... au deuxième film, quoi. Sachant que le premier livre, enfin le film de Villeneuve, le premier correspond à la moitié du bouquin. Pour te donner un ordre d'idée aussi pour toi. C'est ça. Et effectivement, autant la première partie, ça parle, c'est long et ça parle et ça explique et ça surexplique. Autant la deuxième partie, elle passe tellement vite. C'est Fast and Furious. Les Fremen, ils existent à peine. Enfin, c'est catastrophique. Ils sont tous blancs en plus. Enfin, bon, il y a plein de choses qui vont pas. C'est vrai qu'en termes de look, c'est pas toujours de très bonne qualité. Je pense que si j'ai apprécié le film et si je l'ai compris surtout, c'est parce que je savais de quoi ça allait parler. Je pense que si on découvre le film, comme tu le disais tout à l'heure, Julie, sans connaître l'histoire et sans avoir lu un résumé avant, en fait, c'est pas compréhensible, je pense, parce qu'il y a tellement d'infos balancées à la minute. Ça m'a fait vraiment penser au tout début de Star Wars 4. Non, de Star Wars 1. Enfin, le premier Star Wars de la prélogie. Oui, la menace fantôme, du coup, le 1, oui. Voilà, c'est incompréhensible, la menace fantôme au tout début. Les premières minutes, et c'est vraiment n'importe quoi. Et ça m'a fait penser à ça. Et pourtant, voilà, moi, ça m'a plu, ça m'a parlé en termes d'esthétique déjà. Alors, j'ai notion du mauvais goût des choses, du côté très 80s du film, mais moi, j'ai bien aimé. Je pense qu'en fait, c'est un look qui me manque un peu des fois dans les films de science-fiction, ce côté vraiment too much et complètement hallucinant, un peu à la Terry Gilliam sur certains bords, en fait, j'ai trouvé. Là où, par exemple, oui, Denis Villeneuve, c'est très beau, hein, ce qu'il fait, je dis pas, mais pour le coup, c'est très lisse. Oui, alors, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et alors, je pense qu'il y a un monde où on peut trouver un équilibre entre ces deux opposés,
Mais moi, ça m'a plutôt plu, le côté haut en couleur. Je crois que, par exemple, pour les Harkonnen, justement, David Lynch avait demandé à Bowie de jouer, il me semble. Alors, je suis peut-être en train d'inventer une anecdote, mais il me semble que c'était ça. Et je crois que ça aurait bien marché. Donc voilà, moi j'ai apprécié, j'ai aimé l'esthétique, j'ai trouvé ça assez surréaliste en fait de manière générale. J'ai bien aimé la présence de Kyle MacLachlan et en fait ça a un mood tellement étrange et c'est évidemment un peu cousu de fil blanc et c'est très bordélique, mais moi ça m'a bien plu et ça m'a bien plu premier degré quoi. C'est pas un truc que j'ai regardé en nanar et je dis ah c'est trop bien, je me suis trop marrée. J'ai vraiment plutôt sincèrement apprécié, même si j'en reconnais tous les défauts. Voilà. Mais aussi, juste pour donner un peu de contexte dans comment le film s'est créé, c'est que du coup, il y a eu Jodorowsky qui voulait être le premier à l'adapter. Alors, lui, il avait des idées un petit peu trop farfelues, genre faire un film de 10 heures, par exemple, autour du film. Et alors que c'était beaucoup avancé dans la production, ça a été refusé parce que par manque de budget, sachant que ça faisait 2 ans qu'il était à la post-prod, enfin à la production, pardon. Mais les droits, ça leur a quand même intéressé de l'adapter. Donc au début, et à un moment, ils ont filé le bébé à Ridley Scott qui venait de finir Alien, donc il venait de sortir de Alien, donc il s'occupait de ça. Sauf qu'en parallèle, il s'occupait de l'adaptation d'un bouquin qui s'appelait Blade Runner. Finalement, il a quitté le truc de Dune parce qu'il dit c'est trop la merde, je vais aller faire Blade Runner. Et finalement, Lynch qui venait de faire Eraserhead, non. Elephant Man, pardon, il a sorti ça en 1980. Elephant Man, c'est lui qui a repris le bébé. Sauf que le bébé, c'était un peu celui d'Eraserhead pour le coup, donc du coup... C'est ça. Mais pour le coup, ouais, t'avais Dino De Laurentiis, un producteur qui charcutait un petit peu les films et qui faisait un petit peu n'importe quoi. Lynch n'a pas pu avoir forcément la patte qu'il voulait autour du film. Non mais oui, clairement. Ce qui donne ce résultat. En fait, on sent que c'est un film qui manque de plein de trucs, mais je pense que c'est ça qui en fait son charme, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment un début de truc vraiment bien, je trouve, et c'est frustrant parce que quand le film avance et vraiment la deuxième partie, j'étais vraiment beaucoup moins convaincue parce que ça va trop vite. Tellement. Rien n'est développé, mais il y a quand même un début de quelque chose et c'est tellement dommage. Et je me dis, dans d'autres conditions, ce film il aurait pu être incroyable. Et moi, la vision de Lynch qui réalise tous les Dunes, je l'ai. Et je la trouve vraiment incroyable cette vision, et dans l'esthétique, dans ce qui était recherché, je trouve qu'il y a des choses tellement intéressantes et c'est juste triste que ça a été fait comme ça, quoi. Toi, peut-être tu as la vision, mais il me semble que ta collègue qui j'ai se la vision, mais trouve voilà. à ta gauche, elle ne l'a, mais pas du tout. Non, mais genre, c'est bien qu'il y a des gens qui enfin, genre, aiment ça le m'étonne caca. que tu sois en mode... C'est Tu ça. sens, moi, ce que je sens, c'est que ce film dégage une très mauvaise odeur. Enfin, genre, j'ai pas de... Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas la vision du tout, quoi. J'ai profondément détesté ce film. Mais je l'ai détesté en mode... c'était ultra chiant. Enfin, En long, en large, en et travers, en j'ai plus. vu la version... Et ça me fume que... Enfin, moi, j'ai vu la version plus longue, techniquement, que Léa. Et j'ai trouvé ça abominable à suivre, tout simplement. Enfin, pour moi, il y a absolument rien qui va. J'arrive pas à... Mais j'arrive même pas à pardonner ce côté un peu 80s ou quoi, qui des fois peut me toucher dans certaines productions. Là, vraiment, j'ai rien à dire sur ce film parce que je le trouve vraiment nul, quoi. J'ai rien à dire. On n'a rien à dire quand on trouve un truc vraiment nul. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens, quand le premier Dune de Villeneuve était sorti, il y avait des gens qui étaient là à se palucher sur celui de Lynch en mode oh non, c'est pas aussi bien quand même. Mais Non, il faut pas non plus... la mauvaise foi intellectuelle. Non, mais je sais que tu fais pas partie de cette team. Mais genre, il y a les gens comme ça, vous avez des choses à prouver, ça se sent, quoi. Alors, je dis pas que je rejoins ces gens-là, absolument, mais il n'empêche, et là je vais revenir sur un truc que tu disais, Léa, sur le côté lisse de Villeneuve. J'ai un peu de mal, mais on avait déjà parlé lors de la sortie du 2, avec la première partie de Villeneuve, que je trouve très froide, très plate, très chirurgicale. Je comprends, il arrive à vraiment adapter vraiment finalement le bouquin. Mais c'est vrai que j'aime un truc que Lynch apporte par ses erreurs, par ses effets spéciaux, certains un petit peu datés, enfin certains très datés Mais même. oui, c'est vrai que l'effet du bouclier, ça manque vraiment dans celui de Lynch. Je trouve que dans celui de Villeneuve, l'effet du bouclier... le film serait tellement mieux avec des gros polygones. Il y a une scène avec laquelle je sais que tu n'es pas du tout d'accord. On va voir, Léa, si toi, tu as du bon goût. La scène de la boîte et de la main. Ah non, je suis pas d'accord. Je sais que tu n'es pas d'accord. Dans celle de Villeneuve, je ne ressens rien. Je ne souffre pas avec Paul. Par contre, et alors c'est beaucoup plus criard parce que c'est un top shot, donc plan vue du dessus, où on voit à travers la boîte et on voit la main de Paul fondre, alors c'est beaucoup plus criard. Là, je souffre avec lui. Là, je ressens la douleur. Et c'est des trucs comme ça qui font que
attention, je trouve que la version de Lynch est nulle, mais il y a ce genre de passages qui me font dire je trouve que Lynch a su mettre un peu de lui, ou en tout cas, il arrive à rendre quelque chose de plus organique que j'aime beaucoup, que je ressens moins dans la première partie de Villeneuve, mais que j'aime beaucoup dans la seconde, par contre. Du coup, tu préfères laquelle des deux boîtes, toi ? Celle de In the Boîte de Gulli. Je pense un mélange des deux, ce serait pas mal parce que j'étais pas trop convaincue non plus par le fait qu'on voit une main se dissoudre sous nos yeux, dans le sens où ce que j'aimais bien avec la boîte, c'est qu'en fait on ne peut pas imaginer la douleur. Elle est hors de portée, elle n'a aucune comparaison et elle est métaphysique, physique, mentale. Enfin, c'est une douleur à différentes couches. C'est pas qu'une douleur physique de la main. Je pense que c'est un truc beaucoup plus grand qu'on peut pas comprendre. Et c'est ce que j'aimais bien. En revanche, je te rejoins sur le fait que dans la scène de Denis Villeneuve, je me suis pas sentie spécialement en danger, mais je pense que c'est des choses difficiles à faire paraître aux spectateurs dans tous les cas. Et parce qu'il essaie de faire ressentir avec le son. C'est quelqu'un qui travaille énormément le son, mais là, je trouve que ça marche pas du tout. Julie, toi, tu l'avais vu ou pas tous les... Yes. Ouais, tu veux rajouter 2-3 petits trucs? Non, juste, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai découvert celui-ci avant d'aller voir celui de Villeneuve en me disant vas-y, je vais le faire chronologiquement. Vraiment, je comprenais pas, j'étais devant le film en mode je comprends pas du tout les enjeux. La moitié des personnages, je comprenais pas, quoi. Donc, pour le coup, ce qui m'a tenue, c'était l'esthétique, comme tu dis. Moi, ça a marché pour moi, les costumes, les coiffures. Enfin, voilà, tout ça, ça a donné vraiment... voilà, un truc à quoi s'accrocher et qu'on avait envie de suivre et qui était chouette. Les effets spéciaux, un peu moins quand même. Faut pas non plus. Et voilà quoi, donc j'ai un peu une relation un peu mitigée dans le sens où j'ai rien compris, mais bon, c'était un peu long, mais bon, c'était quand même sympa. C'était plus un truc, voilà, c'était sympa. Et après, j'ai vu celui de Villeneuve et j'étais en mode c'est ça, d'accord. Voilà, c'est pour ça il faut voir celui de Villeneuve, puis celui de Lynch. Et comme ça, on est prêt à adorer l'esthétique Lynch. Ou lire le livre, peut-être. Non. Pardon, oui, mais... on peut aussi. Oui, on peut. Je dis ça, c'est un des seuls bouquins que j'ai lu de ma vie, donc je ne vais pas me le ramener. Zara, Oui, c'est à moi. quel est le film que tu as choisi? Le premier? Du coup, je parlais de Spencer, de Pablo Larraín. Je ne sais pas prononcer son nom de famille. Larraín, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Quand on avait commencé à dire qu'on allait avoir 3 films chacun, je me suis dit mais la veille, je regardais Spencer. Et puis comme je suis une grosse stan de la famille royale d'Angleterre, j'adore The Crown. C'est garanti. Voilà, j'avais capté que le film allait se focus sur Diana dans sa période d'enfermement, en fait, ce moment où elle est en position de fragilité au sein de la famille royale. Je trouvais que Kristen Stewart, c'était un bon choix. J'avais vu quelques images, je trouvais le film magnifique. Je me suis dit, c'est parti. Je n'ai pas vraiment... J'ai du mal avec le film. Je vais le séparer en 2 points. En fait, je trouve la réalisation super. Vraiment, je trouve que le film a un très joli grain, une très belle lumière, très douce. Le film se passe pendant la période de Noël, du coup. Et dans ces scènes d'intérieur ou quoi, après, c'est une lumière qui sert à retranscrire un peu le faste du château, etc. Mais je trouve qu'il arrive à capter cette espèce d'image d'Épinal, de Noël idéal à travers sa lumière. Et il sublime vraiment ses actrices, etc. Je trouve que le film, il a vraiment de chouettes idées de mise en scène. On ressent bien l'enfermement de Diana. Enfin, il y a vraiment une atmosphère anxiogène, en fait, qui se dégage du film. En fait, la particularité, c'est que donc, du coup, Diana se retrouve 3 jours dans une résidence de la famille royale pour fêter Noël. Et par exemple, une des idées de réalisation que je trouve bien, c'est qu'on ne voit quasiment pas les autres personnages, enfin la reine, le prince Charles ou quoi, ça va être vraiment que des figures qui vont apparaître. Enfin, il y aura très peu de face-à-face, on les verra très peu, ce qui fait que ça rend leur apparition et leurs échanges spéciaux. Mais aussi, ça raconte aussi comment en fait Diana elle vit en fait cette période de vacances avec la famille. Enfin bref, donc voilà, je trouvais que le film sans ces mots arrivait à hyper bien retranscrire tous les enjeux, ce dont il était en train de parler, la période de Noël, l'enfermement, etc., etc. Mon gros problème dans ce Spencer, c'est Diana, ce qui est quand même
un Ouais, assez du gros coup, problème. dommage, oui. Déjà, j'ai eu du mal avec Kristen Stewart. Je pense que Kristen Stewart joue très bien, mais je pense que ce qui va pas, c'est la direction qui m'a pas plu. Alors, je n'ai pas vu les autres films enfin, je n'ai pas vu Jackie, donc je sais pas si il les dirige toutes pareilles ou quoi. Mais je trouve que en fait, cette Diana là, elle était un peu dirigée comme une Manic Pixie Dream Girl, parce que je sais pas. Alors, Diana, elle a cette image de c'était la princesse du peuple. Elle était. Enfin, même dans la série The Crown, on la dépeint comme quelqu'un de plus expansif dans ses émotions. Elle n'est pas aussi figée, on va dire, que la famille royale, etc. Donc, je comprends cette volonté de vouloir en faire quelqu'un qui déborde un peu, de très maniéré, etc. Machin. Enfin, très maniéré, pas dans le sens bourgeois du terme, mais très communicatif, en fait, dans ses émotions, dans ses gestes ou quoi. Mais moi, j'y ai pas cru parce que, en fait, je sais pas, il y avait ce truc où elle parlait de manière, je trouve, très théâtrale. Elle fait des métaphores à gros sabots tout le temps. En fait, je trouve que ça rentre dans cette catégorie de film qui veut trop m'expliquer ce qu'il est en train d'essayer de raconter, enfin, qui veut trop m'expliquer à l'oral ce que le personnage est en train de ressentir, alors que je trouve que la situation, enfin, le jeu, etc., aurait suffi. Enfin, pour moi, il y avait pas, enfin, il y avait aucun monde où vraiment elle s'exprimait comme ça. Alors, c'est pas autobiographique, genre, j'entends, je pense que c'est juste moi et mes sensibilités. Mais voilà, je trouvais dans ces dialogues le film hyper gros sabot et moi ça m'a et même des fois cette Diana elle m'a cringe malaise un petit peu. Enfin voilà, il y a ce côté en mode I'm not like the other girl, je protège les animaux, moi de toute façon Noël je mangerai un bon burger au fast-food, etc. Ah, c'est le menu en fait. Non mais je comprends encore une fois de par l'image que Diana dégage, mais je trouve que la manière dont c'était fait, j'ai trouvé ça hyper maladroit quoi. Enfin, ça m'a complètement sorti du film. Après, je sais que c'est moi aussi qui suis hyper sensible à ce genre de Tic d'écriture. de tic d'écriture, voilà exactement. Je sais que le côté un peu gros sabot théâtral, c'est des choses que je reproche plein de fois à des films et c'est souvent des choses qui me bloquent et surtout encore plus quand j'y vois une direction Manic Pixie Dream Girl. Enfin, une fois que je me suis fait la réflexion, je n'arrivais pas à me détacher du truc et c'est dommage parce que je trouve que le film, enfin, raconte vraiment quelque chose. Je trouve ça vraiment chouette d'essayer de raconter Diana sur 3 jours de son existence à une période hyper charnière où elle est au bord du divorce et le film arrive à vachement bien condenser tout ce qui se passe pour elle à ce moment-là. Donc ça, bravo. Mais voilà, c'est dans ce personnage de Diana même où je trouve que c'était un peu lourdeau pour moi. Mais voilà, si ce genre de récit vous intéresse, que vous soyez famille royale ou pas famille royale, voilà, si vous aimez ces histoires aussi d'entre-soi, familiaux, etc., je pense que ça peut être une expérience intéressante. Donc c'est pour ça que malgré tout, j'avais envie de parler de ce film, parce que je trouve qu'il est intéressant. Mais moi, j'ai mes grosses limites avec. Du coup, mais comme tu t'intéresses à la famille royale et tout, alors moi, je connais, mais c'est pas forcément une de mes passions, on va dire. Mais j'ai l'impression que la figure de Diana, c'est un peu compliqué parce qu'elle est à la fois beaucoup détestée et beaucoup appréciée. Et voire elle a été elle a été beaucoup romantisée aussi, je pense. Oui. Et j'ai l'impression que c'est du coup une figure assez difficile à représenter au cinéma. Enfin, ce genre de personnalité à la fois détestée et aimée, c'est pas le truc où j'aurais l'impression que c'est si facile à faire que ça. Alors je dis pas que du coup il y a une excuse ou quoi, mais est-ce que tu as ressenti aussi un manque de parti pris ou au contraire le film est très ancré dans son parti pris? Non, je trouve que le film a son parti pris sur le personnage et veut vraiment la présenter comme une figure simple, populaire, etc. Enfin, qui est vraiment décalée et qui déteste vraiment tout ce qu'elle est en train de vivre, ce qui est tiré de la réalité aussi. Mais voilà, la manière dont c'était fait, j'ai trouvé ça assez maladroit. Enfin, non, pas maladroit, un peu lourd, voilà, pour moi. Je trouve que ça manquait de nuances parfois aussi, même si, voilà, encore une fois, c'est quelqu'un de très malheureux et le film se concentre que sur 3 jours. Mais je sais pas. Mais non, je trouve que le film a un vrai parti pris. C'est juste que ce parti pris d'écriture de son personnage m'a pas vraiment plu. C'était juste pour préciser que le film était dispo sur Prime Video. Oui, voilà, donc, je l'ai vu sur Prime, totalement. Voilà, et que vu que c'est en France, on a une sortie exclusive sur Prime Video, bah du coup, il y restera. Julie, toi, t'as vu d'autres films de Pablo Larraín? Est-ce que t'en avais un ou deux à conseiller? Je crois que mon préféré, ça doit être No.
qui parle de la révolution Chili, si je me trompe pas, Je te dis ça. qui est très chouette. Donc ça parle vraiment de ce moment historique clé, Ouais. où en gros, c'est assez fou. En gros, le dictateur au Chili, il était en mode, bon, on va faire un vote, mais bon, tout le monde m'aime, donc c'est sûr que je vais rester. Et en fait, c'est toute la campagne politique pour les gens qui veulent voter non contre lui. Et bon, spoil, mais c'est historique. Les gens votent non et le dictateur dégage, quoi. Enfin, je trouve que ce truc est assez fou. Et donc, c'est vraiment montré du point de vue des gens qui vont organiser un petit peu cette campagne politique pour le non. Et après, par rapport à ce que tu disais, moi, ça fait longtemps que j'ai très envie de voir Spencer, notamment pour voir un peu la comparaison avec Jackie. Du coup, La Reine a fait Jackie. Et ce que tu dis, c'est fou. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ressemblances avec ce film-là, puisque déjà, c'est pareil, c'est un portrait d'une femme politique importante. Donc, c'est Jackie Kennedy aux États-Unis. Je crois, dans mon souvenir, c'est pareil sur quelques jours après l'assassinat de son mari. Et c'est vraiment totalement centré sur elle et sa figure. Et moi, j'avais trouvé le film très intéressant, mais pareil, j'avais un peu de mal avec comment Jackie était montrée, parce que pour le coup, c'est différent, mais elle était montrée de façon très froide, très intériorisée. Elle vit des choses horribles, elle vit énormément de choses, mais elle garde tout dedans. Donc je comprends totalement que c'est ce qu'il voulait dire, et sûrement c'est comme ça qu'elle a réagi peut-être dans la réalité. Mais c'était difficile du coup d'avoir parfois de l'empathie pour elle. Bon, je pense que c'est du coup très différent, mais dans cette façon de créer un portrait en fait, en quelques jours, à un moment clé, totalement centré sur un seul personnage et tout. Enfin, je trouve ça assez intéressant qu'il ait décidé, après Jackie, de faire Spencer. Mais je crois que du coup, c'est une espèce de triptyque qu'il a fait de films sur ces personnages féminins tragiques, on va dire, parce qu'il y a Jackie, ensuite il y a Spencer, et ensuite il y a Maria, Maria Callas. C'est ça qui va sortir février 2025 normalement en France. Donc, il y a l'air d'avoir une Trop espèce de fascination pour le réalisateur, pour ce type de figure. Mais encore, moi, je trouve ça je trouve ça plus pertinent, un portrait comme ça sur quelques jours, que que des biopics. Bien sûr. Voilà, je suis tout à fait page d'accord. Wikipédia. Donc, je trouve que c'est vraiment un chouette exercice, une chouette proposition. Mais ok, Jackie, pourquoi pas. Peut-être que vous avez aussi entendu parler de lui parce qu'il avait réalisé Le Comte, Oui, Le Comte, l'année dernière, truc de qui vampire. était sorti sur Netflix. Et c'est marrant parce que tu parles du film No, qui est sur le référendum chilien. Et ben justement, là, imaginons ce dictateur, imaginons c'est un vampire. C'est assez rigolo de voir comment il traite ces sujets. Bref, ça va être à mon tour. Alors, ça a été compliqué de me limiter en termes de films parce que, en vrai, là, sur ces quelques mois, j'ai vu pas mal de films et j'ai eu énormément de coups de cœur. Du coup, je vais essayer de vous conseiller des films qui sont pas forcément mis en avant. Et je vais commencer par celui qui, vraiment, que ce soit sur Sens Critique ou Letterboxd, il a vraiment moins de 5000 notes. Donc, il n'est pas beaucoup connu et c'est normal. Puisque, du coup, dans l'actualité cinématographique, il y a un film sur lequel vous n'êtes sans doute pas passé à côté parce que vous avez dû en entendre parler. Il y a la Palme d'Or qui est enfin sortie, Anora de Sean Baker. Sean Baker, vous le connaissez peut-être de Red Rocket, surtout The Florida Project. Et en France, le premier film qui est sorti, c'était Tangerine. Alors, je ne vais pas en parler, mais Tangerine, quand je l'ai découvert, ça a été un vrai coup de cœur et je me suis dit, putain, c'est vraiment trop bien. Et j'ai un peu plus de mal avec les films qui vont suivre. Anora, je trouve ça très sympathique, mais sans plus. Par contre, du coup, Jokers, donc la boîte de distribution française qui acquérit les droits des films de Sean Baker, s'est dit, pour fêter sa Palme d'Or, on va faire une rétrospective de ses premiers films, ceux qui ne sont pas sortis en France. Du coup, sur les 4 qui sont sortis, j'en ai vu 3. Encore pareil, des hauts et des bas. Et là, je vais vous en citer un très très haut qui s'appelle Prince of Broadway. Du coup, ça nous raconte l'histoire. Alors, c'est pas vraiment des vendeurs à la sauvette, mais c'est plus des gens qui interpellent les gens dans la rue, dans le quartier new-yorkais, et qui leur a dit Hey, tu veux du Louis Vuitton, tu veux des vestes, Adidas, tout ça viens, on va t'emmener à une boutique et tu verras, c'est trop pas cher. Bon, c'est de la contrefaçon, bien sûr. Et tu as le propriétaire de cette boutique, qui est l'acteur fétiche de Sean Baker. Il a toujours un petit rôle dans ses films. Là, dans Nora, c'est celui qui joue le prêtre. Alors, je sais plus quel rôle il a dans les. Un bon rôle quand même. Alors, dans Nora, oui. Dans Nora, il a un bon rôle. Sinon, tous ses autres films, il a toujours un rôle un petit peu secondaire. Et c'est l'acteur avec qui il tourne depuis ses tout début. Et en fait, on va suivre l'histoire de Lucky, qui est donc ce vendeur à la sauvette, entre gros guillemets, qui a une relation amoureuse normale, tranquille. Il a un petit appart un petit peu pas ouf, mais avec l'argent qui se fait, ça lui permet de payer son loyer, de payer sa drogue, de faire du deal, etc., etc.
quand tout à coup, une ancienne relation qu'il n'a pas vue depuis 1 ou 2 ans se ramène et qui lui dit bon, là je dois partir, donc prends ce bébé, c'est le tien, je m'en suis occupé pendant 1 an et demi, vas-y, tu t'en occupes pendant 2 semaines et après je viens le récupérer. Et lui, bah, il se retrouve du jour au lendemain avec un bébé sous les bras et bah, déjà, il a aucune preuve que c'est vraiment lui le père, mais surtout elle vient de se barrer et il n'a pas le choix et donc il va devoir s'occuper de cet enfant. Et un des problèmes que j'ai avec Sean Baker, je sais qu'on n'est peut-être pas forcément d'accord, mais Sean Baker, pour le dire grossièrement, c'est que je trouve que c'est un énorme puceau dans sa manière de filmer, parce que j'ai un peu de mal dans la manière dont il va filmer les relations sexuelles. Et en fait, j'ai l'impression, même si c'est pas forcément le cas, qu'il y a une sorte de fantasme qu'il est en mode ah ouais, ah putain, ah trop bien. Bon, je sais qu'il c'est un peu différent. Je sais qu'avec un Nora, c'est pas. Enfin, si tu parles je parlais de surtout Nora, de. En fait, je pense par exemple à Starlet ou Red Rocket, qui sont 2 films que. Red Rocket, c'est celui que j'aime le moins. Et Starlet, j'aime un peu plus, justement parce que c'est beaucoup moins présent, mais ça l'est un peu présent. Et alors, son premier film, là, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Mais en fait, grosso modo, c'est littéralement 1 heure et demie de 9 mecs, des gros incels slash masculins qui parlent de meufs pendant 1 heure et demie. Alors, c'est très bien écrit, mais bon, voilà, c'est vraiment un il truc faut qui. avoir envie, quoi. Quoi Des fois, autant aller sur 4chan une journée, puis on a la même expérience. Non peut-être. mais oui, non mais grave, voilà. Bon après, il y a une certaine manière d'écrire, de faire jouer ses acteurs. Bref, il a toujours super bien écrit ses dialogues, je trouve. Mais là, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que déjà, c'est comme Tangerine, c'est qu'il prend sa caméra, il va filmer dans la rue, et il y a un côté très réel qui ressort, limite documentaire par instant, de les interactions qu'il y a entre ces personnages. Il y a, me semble-t-il, il y a une très grosse partie qui est faite à base d'impro. Et au fur et à mesure, il construit non pas tant un discours sur la parentalité ou le fait de devenir père, ça vient forcément parce que c'est cet homme qui va devoir apprendre à gérer un gamin, mais c'est surtout, il va devoir apprendre à gérer avec 3 fois rien en termes de budget et comment le fait d'avoir cet enfant va décliner sur toutes les autres relations qu'il a, que ce soit avec sa copine actuelle, que ce soit avec son patron, que ce soit avec ses collègues, que ce soit avec ses clients. Et bah, c'est un gars qui va, au fur et à mesure, essayer d'apprendre à avoir des responsabilités, les responsabilités de daron, mais les responsabilités d'adulte, et qui va prendre conscience de comment fonctionne l'argent, comment lui il le dépense, comment il va essayer de se tirer vers le haut un petit peu, de se dire, bon, maintenant que j'ai un gosse, il faut que je devienne exemplaire, il faut que je me sauve de cette vie. Et j'aime beaucoup comment le film se construit parce que ça vient naturellement. C'est pas un personnage qui est aimable dès le début. Il est même assez antipathique, je trouve, dans sa caractérisation. Mais au fur et à mesure que le film avance, on apprend à l'aimer. Et même si toutes les relations autour de lui se cassent la gueule, bah, c'est un film que je trouve très agréable à suivre. Et vraiment, le fait qu'il y a ce naturel, tant dans le jeu des acteurs, pour la plupart, c'est leur premier film, voire pour certains, c'est je pense que c'est du casting sauvage pour certains, parce qu'il y en a qui n'ont pas retourné depuis. Ce qui donne une vibe que j'aime énormément. C'est très appréciable. J'aime aussi beaucoup la manière dont il arrive à écrire cette relation entre Lucky et sa petite amie, qui là aussi est fait avec une certaine bienveillance sur aussi comment ils essayent tant bien que mal de s'occuper du gamin qui lui en fait pas mal baver aussi. Et voilà, je trouve que le film est très mignon, très sympa, et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est mon préféré de Sean Baker. Bon, il m'en manque plus qu'un. Mais voilà, je vous le conseille vraiment. Alors, je sais pas s'il y a encore des ciné qui le repassent, mais ce qui est sûr, c'est que Joker va le sortir en Blu-ray, donc vous le trouverez bien un jour, un moment, sous peu importe la forme. Mais voilà, Prince of Broadway, je vous le conseille beaucoup. Et ça, c'est en dehors, c'est juste que je suis un énorme fan de Board of Canada. Et le film se termine là-dessus. Le générique de fin, c'est Board of Canada. Et quand j'entends la sonorité, je me dis putain, mais on dirait trop Board of Canada. C'était le cas, du coup, ça m'a rendu trop heureux. Bref, voilà, c'est très mignon, c'est très sympa. C'est assez dur par instant parce que ça te montre une réalité pas de la précarité, oui, si, d'une certaine précarité économique. Et comment le capitalisme fait que les gens sont obligés de tout faire pour survivre. Bref, c'est vraiment très très bien. Et je vous le conseille, surtout qu'il n'est pas très connu. Donc voilà, je vous encourage vraiment à découvrir Prince of Broadway. On va refaire le même tour de table. Et Julie, tu vas nous parler de ton second film. Ok. Et donc moi, je vais vous parler d'un film que j'avais très rapidement mentionné quand on avait fait les 12 films de l'été, puisqu'on avait parlé de The Bike Riders. Oui. Et donc, je vais vous parler de Take Shelter de Mike Nichols. Jeff Nichols. Merci. Mike Nichols, c'est le réalisateur du Lauréat.
C'est vrai, trop Je drôle. crois. Attends, Non mais t'as laisse-moi raison, c'est vérifier. Jeff Nichols. Oui. Et donc j'ai découvert ce film à la Forêt Électrique à Toulouse, donc big up à la Forêt Électrique, super ciné indépendant. Qui là vient de fermer pour sa saison. C'est ça va revenir au printemps. Lourd. Et donc là, tu l'as vu toi Robin? Ouais, Take Shelter. il me manque que Loving de quoi me semble-t-il. Ah, et son tout premier, Jeff Nichols. Ok. Bon bref, donc Take Shelter, ça raconte l'histoire d'un gars qui est interprété par son acteur fétiche, Michael Shannon. Et donc c'est un gars qui vit avec sa famille, qui est ouvrier, il vit dans l'Ohio, dans un territoire un peu rural de l'Amérique. Et en fait, ce gars va commencer à faire des rêves et avoir des visions de catastrophes naturelles, de tempêtes et de tornades un peu apocalyptiques qui vont en fait s'abattre sur sa famille. Tout le film, ça va être un peu comment il va réagir face à la peur de perdre sa famille. Donc, il vit avec sa femme, qui est interprétée par Jessica Chastain, et leur fille, qui est sourde. Et donc voilà, c'est comment il va vivre par rapport à ça, et aussi comment il va être confronté à sa peur d'être comme sa mère, puisque sa mère est schizophrène. Et en gros, quand il était jeune, sa mère a fait des grosses crises de schizophrénie et a été internée ou est partie ou l'a abandonnée. Et donc, il a aussi un peu peur d'être comme elle, d'être malade et aussi de faire vivre ça en fait à sa fille, à sa famille. Donc c'est un film qui va traiter de plein de sujets assez lourds, quoi. La maladie mentale, mais aussi, surtout pour moi, c'est un film qui a parlé de la communication. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, comment j'ai lu ce film, c'est que ça parle surtout de la masculinité, puisqu'on a ce personnage masculin qui, en fait, à travers tout le film, va avoir du mal en fait à gérer ses émotions et surtout à gérer sa peur et à la communiquer. C'est un homme qui a peur et qui ne sait pas quoi faire de cette peur, qui en fait se retrouve presque tout seul parce que à travers presque tout le film, mais c'est que presque pendant les 3/4 du film, il n'arrive même pas à dire à sa propre femme qu'il fait ses rêves, qu'il a ses visions, qu'il est terrorisé constamment. Il n'arrive même pas à en parler avec elle, alors qu'elle, c'est un personnage qui est incroyable, qui est représenté comme... Au début, j'avais un peu peur que ce soit juste la femme du gars basique. Et en fait, elle est représentée comme vraiment un pilier, quoi. Elle est super forte, elle est hyper fiable, elle est hyper confiante, elle est vraiment incroyable. Et aussi, on le voit, lui, comment il interagit avec les autres hommes. Et moi, c'est ça qui m'a clouée, c'est-à-dire qu'il représente les communications, les discussions entre les hommes comme vides de sens. Ils sont d'une banalité. Et c'est vraiment, à plusieurs reprises, les hommes ne savent pas parler entre eux. Et je trouvais ça représenté tellement... C'était tellement bien fait. C'est très réaliste. C'est ça. Et C'est c'était... plutôt loin de la réalité. Je m'y connais un petit peu. On parle de bourse, on parle de politique. Oui, Robin. Oui, pardon, oui. Voilà, s'il te plaît, quand même. Ouais. Et de Scooby-Doo. Excuse-moi, oui, pardon. Scooby-Doo, voilà. Non, mais c'était effarant de voir des hommes qui se parlent. Tu vois que lui, il est terrorisé. Et il parle de barbecue avec son collègue. Il lui demande à son collègue de faire des trucs du style... de l'aider à faire des travaux. Et là, en fait, il est en train de construire un énorme abri anti-atomique sans en parler à sa femme. Et son collègue est en mode... Ok, parlez entre vous, tu vois bien que ton collègue ne va pas bien. À un moment donné, il voit son frère. Son frère, il lui dit essaie d'aller mieux. Parlez entre vous, je sais pas. C'est fou. Et moi, ça m'a scotché en fait de voir ça. Et j'ai trouvé que le film était hyper intelligent dans la façon dont il montrait ça. Et pareil, vraiment, ce problème de communiquer, il lutte contre ça. À un moment donné, il essaie d'aller voir une psy. Et ça aussi, c'est hyper judicieux parce qu'il voit une psy qui est une femme et donc il essaye un petit peu d'en parler. Puis un jour, la psy n'est pas là, il voit un psy qui est un homme et là, il s'en va. Il n'arrive pas à parler aux hommes. Enfin, tout est vraiment très, très bien écrit, j'ai trouvé. C'est vraiment ce que j'ai apprécié dans le film. Et en plus, voilà, il y a sa fille qui est sourde et qui, donc, ses parents vont apprendre la langue des signes. Et donc, voilà, ça rajoute aussi un niveau de lecture sur comment communiquer et comment prendre soin les uns des autres. Et donc, voilà, moi, je ne vais pas parler de la fin, notamment, qui a marqué beaucoup de gens. Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est que voilà, c'est un film aussi qui est très tendu, qui est très anxiogène, puisqu'on est vraiment toujours à la place de ce personnage qui a constamment peur, qui fait constamment des cauchemars sur des choses horribles qui vont arriver à sa famille. Donc c'est vraiment tendu, mais c'était écrit de façon très subtile. Et voilà, cette difficulté à communiquer, elle est tellement flagrante. Bon, voilà, c'est finalement un film, j'en suis sortie et j'étais en mode, c'est vraiment, vraiment bien fait, quoi.
Bah, tu me donnes envie de le revoir parce que, comme on avait eu l'occasion, c'est le Jeff Nichols que j'aime le moins, Ouais. sachant que j'aime assez bien. Mais ouais, tu donnes pas mal envie de le revoir. Vous avez eu l'occasion de voir d'autres films ou peut-être. Non. Ok. Bon, bah, de toute façon, ici on avait déjà parlé de The Backriders. Si vous voulez connaître notre avis, on vous renvoie sur l'épisode des 12 films de l'été de 2024. Mais du coup, bah, merci. Et ouais, tu le vends super bien. Enfin, là, oui, du oui, coup, tout à fait. Ça là, me fait l'angle envie. que tu approches m'était passé à côté. En fait, j'avais trouvé le personnage assez antipathique, ce qui m'avait vraiment pas aidé à rentrer dans le film. Donc, peut-être à comprends, revoir, ouais. du coup. Mais moi, dessus, j'ai eu de l'empathie parce que je le voyais juste dans une souffrance extrême, quoi. Enfin, du coup, ça m'a aidé à avoir de l'empathie et essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Et c'est ça que je trouve ça fort de montrer, voilà, la difficulté de communiquer dans un film. Enfin, un film qui souvent, c'est facile de passer par les dialogues et tout, et là, de passer par l'absence de dialogue ou par ce qui n'est pas dit, enfin, moi, j'admire toujours quand c'est fait. Là, c'est très bien fait. Super. On va continuer avec Léa. Léa, quel est le second film dont tu veux nous parler? Le second film dont je vais parler, c'est un film dont j'aurais bien aimé parler pendant Cinespania et je ne l'ai pas fait parce que tout simplement c'est le dernier film que j'ai vu à Cinespania et que j'ai vu lors de la soirée du La nuit fantastique. merci, la nuit fantastique. Donc je vais parler de Rec. Ah bah allez. Oui. J'avais envie de parler de Rec. Donc Rec, c'est un film espagnol qui est sorti en 2007 et qui a été réalisé par, et alors là, je suis désolée, par Romé Balaguerro et Paco Plaza. Voilà. Donc comme je disais, c'est un film que j'ai vu dans le cadre de Cinespania. Et pour raconter un tout petit peu de quoi ça parle, donc c'est un found footage qui raconte l'histoire d'une journaliste et d'un caméraman. Donc c'est en fait le found footage, c'est le footage du caméraman qui pendant une nuit vont suivre des pompiers et qui en fait sont censés faire un reportage sur la vie des pompiers la nuit. Voilà. Pendant la nuit, ils vont être appelés dans un immeuble pour venir en aide d'une vieille dame qui est plus ou moins en train de faire une espèce de crise où elle hurle, elle commence à agresser les pompiers et les policiers qui sont sur place. Et on ne sait pas trop ce qui se passe, si ce n'est qu'elle devient violente physiquement. Et au moment où le journaliste et la journaliste et le caméraman redescendent de l'appartement de la vieille dame pour essayer de sortir, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont enfermés, que les flics les empêchent de sortir, qu'ils ont commencé à encercler l'immeuble et qu'ils n'ont plus le droit de sortir jusqu'à nouvel ordre. Et donc, ça devient une espèce de cluster avec des choses qui vont se passer où, en fait, ce dont la dame est atteinte, eh bien, ça va se propager dans l'immeuble. Voilà. Sur le principe, ça fait un peu penser à Vermine. Ah oui. Moi, ça m'a vraiment fait penser à Vermine, forcément. Peut-être que le réalisateur de Vermine s'en est inspiré. En tout cas, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors déjà, moi j'avais vachement peur parce que j'ai une relation amour-haine avec haine surtout avec le found footage parce que je ne supporte pas, c'est vraiment nul comme anecdote, je supporte pas la caméra portée en fait, ça me donne vraiment la nausée immédiatement normalement et j'ai trouvé que le film s'en sort plutôt bien pour pas donner la nausée tout le film, donc déjà moi j'étais contente. Mais parce que c'est un caméraman qui la tient, c'est mais pas un oui, c'est amateur, vrai. donc là forcément d'un Non, coup. parce que moi j'ai même souci, et on l'a vu ensemble du coup Ouais. avec Léa, c'est que quand il y a des moments où ça bouge beaucoup, Ouais. et après ils arrivent toujours à le calmer. Ouais. Et donc tu es en mode ok, c'est bon, mon estomac redescend. Ouais, c'est ça. Et après il rebouge, mais c'est assez bien fait. Donc voilà, moi j'avais un peu peur de ça. Et aussi, j'en ai déjà un petit peu parlé ici, mais les films d'horreur, moi à la base, c'était quelque chose que je ne regardais pas du tout parce que j'avais peur d'avoir peur. Et du coup, je m'étais fait dans ma vie pendant longtemps une espèce de montagne sur ce qu'étaient les films d'horreur. J'avais très peur de pas dormir la nuit, etc. Et quelque part, quand j'ai commencé à regarder des films d'horreur, en fait, j'avais pas si peur que ça parce que je m'en étais fait tellement des idées, tellement des films, que au final, je me dis oh bon, ça va. Et du coup, quand un film me fait peur et quand vraiment je ressors d'un film en étant un peu tendue, je trouve ça très agréable parce que c'est assez nouveau pour moi. Et ça a été le cas avec Rec. J'ai trouvé que c'était un film extrêmement stressant. Je trouve qu'à partir du moment où la tension monte, la tension ne part jamais. Il y a un truc en particulier, moi, qui m'a vraiment... sur le coup, j'ai vraiment... je me suis dit, oh là, waouh, ok, d'accord, donc c'est comme ça le film. Je vais en parler, puis si jamais c'est trop, tu couperas. En gros, c'est au début du film, quand vraiment la vieille dame commence à agresser tout le monde. En fait, donc, les gens commencent à redescendre. En fait, il n'y a que les pompiers qui sont restés en haut avec elle. Et donc, c'est dans un espèce de... Les appartements donnent sur un grand escalier en colimaçon.
Et en gros, donc tout le monde va en bas, ils apprennent qu'ils sont enfermés, dans l'immeuble, qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Et puis tout d'un coup, la tension monte, tout le monde se met à s'engueuler, à crier. Et en fait, alors qu'ils sont en train de crier et de s'engueuler, tout d'un coup, il y a un des pompiers qui... Mais j'avais trouvé ça, mais ça m'a fait peur. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était hyper stressant. Et j'ai trouvé que le film était très fort là-dessus pour créer des moments de tension, à la fois des tensions de peur qui sont liées à, voilà... des virus, tout ça, machin. Et en même temps, un truc aussi où il y a une tension entre les membres entre les habitants de cet immeuble. Tout le monde s'engueule à H24, personne ne se fait confiance. Et ça, c'est un truc qui marche très bien dans ce genre de film, c'est les tensions entre les habitants. Un truc que Vermine avait un peu moins réussi à faire, je trouve, par moment, même si ça marche très bien. Je devrais pas comparer ce film à Vermine H24, ça n'a aucun sens. Mais Compare-le à Scooby-Doo 2, s'il te plaît. pour comparer à Scooby-Doo 2, j'ai trouvé que ça manquait un jeu de chien, quoi. Et pourtant... Mais dans les deux cas, il y a une journaliste. Et pourtant, les oui, chiens, le chien. les chiens, c'est important dans le film. Ouais. Oui. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que l'actrice était hyper chouette. Et évidemment, le caméraman, on l'entend parler, mais on le voit jamais. Et ça, c'est toujours un truc très plaisant. Je trouve que la dernière séquence marche très bien. Il y a des moments... Ouais, voilà. La dernière séquence, elle est vraiment super bien. Il y a des moments, c'est un peu goofy, on va dire. Il y a 2-3 plans auxquels je pense vers la fin où c'est un peu too much, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une belle mise en tension. C'est bien écrit. Les allers-retours entre les immeubles, le bas, l'extérieur, tout ce qu'ils essaient de mettre en place pour se sauver, ça marche très bien. Et le moment où en fait les personnages réalisent qu'ils sont sacrifiés en fait, personne va les sauver et qu'ils vont devoir qu'ils sont voués à mourir ici, je trouve que ça marche très très bien. Et voilà, c'est un film qui m'a beaucoup plu et je pense que si vous aimez les films d'horreur, si vous aimez le found footage, ça ne peut que vous plaire, je pense. Et en plus, je n'avais jamais vu de cinéma d'horreur espagnol. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très habituel dans le cinéma espagnol, mais en tout cas, voilà, c'est un film qui m'a vachement plu et pas mal retourné, tout simplement. Voilà. Bien, sache qu'il y en a 4 des recs, si jamais. Ah, il y en a 4 Ah ouais. Je pense que plus ça continue, plus ça devient mauvais, certainement. Mais... Sans doute, c'est souvent ça. Comme beaucoup de suites. Et Julie, est-ce que tu veux rajouter? Non, franchement, je suis totalement d'accord avec tout ce que on l'a vu ensemble, dit, c'était trop bien. C'était pareil, ça me fait plaisir quand il y a vraiment un film qui fait vraiment flipper, quoi. Ouais. À la fin, t'es pas bien et c'est vraiment bien fait, comment la tension elle monte jusqu'à ce final. Non, vraiment très bien fait. Et ouais, je suis rentrée chez moi et j'étais dans mon hall de mon immeuble, je me sentais pas bien. Vraiment le type de film qui développe une peur des escaliers en colimaçon. C'est assez fou. Et j'aime vraiment la claustrophobie du film. Ouais. Et alors, il n'y a pas le côté social comme dans Vermine, parce que ça reste des bourgeois qui sont dans cet immeuble. Mais quand même, ce truc de se sentir abandonné et de sentir que tu es sacrifié par le reste du monde, je trouve que c'est terrifiant, quoi, en fait. Alors, il n'y a pas le côté social, mais on te montre qu'il y a une partie des habitants qui ont une vision préconçue sur d'autres habitants. Oui, bien sûr. Et aussi tout le fait que la police et l'armée et le gouvernement ne disent rien de ce qui se passe et gèrent la situation assez mal sans rien évoquer. On peut y trouver des échos avec des événements que nous avons vécus en 2020. C'est assez flagrant, oui. Ouais. Dès qu'il y a le mot confinement, maintenant, nous on l'a vu en salle, et dès que tu as le mot confinement ou quoi, maintenant dans un film, les gens peuvent pas s'empêcher d'avoir un petit rictus, c'est normal. Oui. Maintenant, c'est un mot qui veut dire tellement de choses pour beaucoup de gens. Mais moi, j'avais trouvé le film très efficace aussi. Je suis comme toi, j'aime pas du tout les films d'horreur. Enfin, genre, j'aime pas. Je suis très impressionnable, on va dire. Et j'aime beaucoup le cinéma fantastique, mais en fait, à un moment, il va y avoir une limite où je vais plus pouvoir y aller. Et pareil, je trouvais que c'est un film. J'en ai déjà parlé ici, mais je trouve que c'est un film très très efficace. Et la dernière séquence m'a fait me recroqueviller sur mon siège. Mais ouais. Non, je vous rejoins, on a eu l'occasion d'en parler à la dernière émission, mais oui, Rec, un classique Pardon, qui fonctionne. vous en aviez déjà parlé, en fait. Oui, on en avait parlé à la dernière émission de Ciné Espagna, mais vu qu'elle a fait que 20 écoute, tu fais très bien de... Non, mais tu peux très bien en reparler, c'est pas souci, et ça confirme à quel point le film fonctionne encore très bien aujourd'hui. Zara, nous venons de t'entendre. Oui. As-tu pu te décider sur le second film? Je vais parler de Cure. Un autre film d'horreur. Oui, on reste dans l'angoisse. Et après l'horreur espagnole, l'horreur japonaise. Mais oui.
Donc du coup, Cure de Kurosawa, mais pas Akira, cette fois-ci c'est Kyoshi, où on retrouve Yakusho, j'ai oublié son petit prénom, mais l'acteur principal de mon bien-aimé Perfect Days, Koji Yakusho, excusez-moi. Donc Cure, alors, je vais commencer par... En fait, je peux pas m'empêcher à chaque fois de faire 2 points bien distincts, mais parce que j'ai commencé le visionnage de ce film en me disant que c'était très chiant. J'ai adoré le film. Tort. J'ai adoré le film. Donc l'histoire, globalement, c'est une histoire, somme toute, qui commence de manière assez classique d'un inspecteur de police qui est derrière peut-être un tueur en série, car il y a une série de meurtres dans sa ville où les personnes se retrouvent avec une mystérieuse blessure en forme de croix sur le cou. Mais à chaque fois, les tueurs sont des personnes différentes, mais pourtant, le modus operandi est toujours similaire. Pourquoi ? Mystère. J'ai trouvé le film particulier au début à suivre parce que, en fait, on te présente... Il y a toute une première mise en situation où on commence l'enquête, on essaie de saisir les enjeux et c'est beaucoup de blabla, de dialogue pour lequel tu ne saisis pas vraiment tout de suite l'importance ou quoi. Surtout que, en fait, très vite, l'espèce de duo que forme l'inspecteur, alors je sais, il est psychiatre, l'autre, là, le mec à lunettes, je crois qu'il est psychiatre. Bon, on va dire le psychiatre. L'inspecteur et le psychiatre qui sont derrière ce tueur rencontrent vite une personne amnésique qui va être désignée comme à l'origine en fait de cette série de meurtres. Et en fait, donc c'est quelqu'un qui est absolument complètement amnésique, ce qui fait que genre il ne se souvient pas de ce qui a été dit 5 minutes avant ou quoi. Donc il y a toute une première partie du film où on saisit ces enjeux-là et on saisit ce personnage amnésique-là qui est clé dans l'histoire. Et c'est un peu laborieux, quoi, parce que ça donne lieu à des échanges qui sont très frustrants. Ça sonne un peu vide de sens. On a l'impression qu'on tourne en rond, le mec se rappelle jamais de rien. Et t'as l'impression que tout ça, c'est assez stérile comme démarche. Et en même temps, je trouve que c'est sympa parce que, en fait, cette frustration-là, elle est aussi ressentie par les personnages. Petit à petit, en fait, l'inspecteur, il va vraiment perdre de sa contenance et commencer à s'énerver vraiment contre ce gars. Mais voilà, en tant que spectateur, c'est un peu dur à suivre. Et, d'un moment, le film bascule dans sa partie un peu plus fantasmagorique, on va dire. Il va y avoir des premières scènes d'hallucination qu'on ne comprend pas trop. Je pense notamment à une scène quand il rentre chez lui. Une espèce de vision comme ça qui paraît absolue et terrifiante et en fait il n'arrive rien. Mais elle est vraiment terrifiante comme scène. Et ensuite il y a une deuxième scène où là ça va être un peu une première scène d'affrontement entre cet homme amnésique mystérieux et l'inspecteur où en fait il va y avoir une espèce de basculement de force qui s'opère. Et petit à petit, comme ça, le film met le pied dans cette espèce de noirceur profonde de l'âme humaine. Que moi, j'ai trouvé vraiment saisissant. En fait, le film utilise plusieurs fois pour ces visions-là, pour basculer un peu dans le côté un peu halluciné du film, des images quasi subliminales très succinctes qui arrivent à être... et qui sont effrayantes car elles surgissent comme ça en plein milieu du récit. Et en fait, je sais pas, elles te saisissent la rétine, elles te font poser des questions. Et petit à petit, elles perdent le personnage. Et voilà, moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé. Et à partir de ce moment-là, je trouve que le film embrasse pleinement sa proposition. Et c'est bien que, en fait, cette première petite partie de chiantise, je l'appelle comme ça, mais c'est vraiment horrible, mais voilà, cette première partie de mise en bouche, on va dire, elle est nécessaire pour pour arriver à plonger ensuite dans toute la noirceur du récit. Et et je trouve le film hyper bien écrit, notamment dans cette bascule que fait l'inspecteur moralement. On se perd complètement dans le récit avec lui, quoi. Je trouve que le film, aussi dans sa réalisation, plus que le montage, c'est que le son est aussi hyper important. Moi, je pense à ce son du lave-linge, ou du sèche-linge, plutôt, qui est hyper récurrent. En fait, il y a une scène où il va arriver dans son appartement et on va avoir une espèce de son entêtant qui va revenir comme ça. Et genre, ce son, il devient un peu...
Je trouve que ce son, il fait un peu écho au personnage principal qui est dans un quotidien répétitif où il se perd et tout devient oppressant. Enfin, moi, je sais pas, cet effet de sonorisation, il marche hyper bien. Enfin bref, voilà, j'ai trouvé le film absolument incroyable. Je trouve que c'est une vraie expérience de cinéma. Et le film paraît pas vraiment effrayant, je trouve, parce que en fait, vraiment, ce qui va être effrayant, c'est cette espèce de descente aux enfers dans la folie des personnages où on ne sait plus vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux. J'en dévoile, c'est difficile d'en parler sans trop en dévoiler, mais je trouve que le film arrive à être hyper efficace et ces personnages sont hyper bien écrits. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu le film à fond, malgré cette première entrée en matière un peu difficile, quoi. Je sais, Robin, en face, a été un peu plus hermétique. Ouais, j'ai pas réussi à plonger totalement dans le film, mais je lui reconnais ses qualités. J'aime beaucoup comment il va travailler cette ambiance froide et hyper austère qu'on a vraiment dans le film. Une fois que le film s'est fini, j'ai vraiment voulu me renseigner énormément sur pourquoi les gens appréciaient autant ce film, qu'est-ce qui faisait que le film avait cette stature. Et déjà, c'est un film qui sort après Seven. Et si j'en parle, c'est parce que Seven a été un film tellement marquant au milieu des années 90 que tu as énormément de polars de toutes nationalités qui sont inspirés de cette ambiance, de cette crasseur, de cette noirceur qu'on retrouve dans Seven et qui vont s'en inspirer. Et il y a des films comme Memories of Murder que j'adore pour le coup, qui va s'en inspirer, et Cure va le reprendre notamment par le travail des décors et notamment du décor de l'appartement de la personne amnésique, qui est un truc très poisseux, rangé en bordel, etc., qui font penser à d'autres scènes de Seven. Les films répondent, dialoguent entre eux, je veux dire. Et là où est-ce que le film est intéressant dans les analyses que j'ai pu en voir, c'est qu'à travers toute la question de l'amnésie, parce qu'il n'y a pas que ce personnage qui est amnésique, il y a aussi la femme de l'inspecteur qui a Alzheimer. L'inspecteur lui-même, au moment où on va le suspecter d'avoir des problèmes de mémoire. Et toute cette question de mémoire, il y a un dialogue qui revient souvent, c'est « et vous, qui êtes-vous » C'est ce que va dire la personne amnésique quand elle rencontre d'autres personnes, c'est « vous, qui êtes-vous » Et une des analyses qui est faite, c'est que le Japon traversait une crise identitaire à ce moment-là et que c'était une sorte de métaphore de dans quel état d'esprit était le Japon, qu'ils ne savaient plus qui ils étaient, justement. Et c'est pour ça qu'ils se laissaient aussi facilement manipuler à changer de forme, etc. Donc, je me rends bien compte que le film a des choses à dire. Cependant, à part certaines scènes, la scène de la vision qui me terrifie vraiment, il y a un cut, il y a un jeu qui est fort dedans, et même pareil avec les images subliminales. En dehors de ça, c'est un film que je trouve très long et qui, par instant, me plaît énormément et qui, par d'autres, me laisse totalement en dehors. Donc, je pense que je le reverrai. Mais après, oui, ça reste un super film et je suis très curieux de voir les autres films de ce réalisateur, que ce soit Kairo, Pulse, même des films beaucoup moins dans le fantastique. Non, tu n'avais pas vu. Non, comme Tokyo Sonata, etc., etc. Bref, mais en tout cas, oui, voilà. Si vous avez l'occasion, découvrez-le. D'autant plus que le film est ressorti en 4K, donc c'est possible que... Alors à Paris, je sais qu'il y a des rediffusions, mais peut-être que dans d'autres en dehors de Paris, j'espère qu'à Toulouse, on aura droit à 2-3 rediffusions de ce film. C'est un peu difficile de parler de ce film parce que je veux pas trop en dire non plus, parce que je trouve que le processus sur comment la bascule elle se fait, surtout du côté du personnage de l'inspecteur, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc d'habitude, je suis en mode oh le spoil, nanana. Mais là, voilà, c'est plus une impression générale pour donner envie de découvrir le film, quoi. Super. Ça donne envie. Vous l'avez vu au ciné ? Non, c'est que je l'ai en Blu-ray. J'espère qu'il aura une sortie ciné à Toulouse. Connaissant le Cosmographe, généralement, c'est eux qui font ce genre de diffusion. Ouais. Ils avaient passé Audition, Ring et Darkwater. Et vu que c'est la même boîte, c'est Joker, encore une fois, qui distribue ce genre de film. Eux, ils avaient, c'est la J-Horror, l'horreur japonaise. Lui aussi, ça fait partie de ces films un peu emblématiques qui ont été parmi les premiers à lancer ce mouvement, on va dire. Parce que niveau ambiance et tout, ça m'a donné envie de le voir en salle, du coup. Ouais. Oui, je pense que ça va être bien en salle, ouais. Le second film dont je vais vous parler, c'est un film qui a été un énorme coup de cœur. C'était mon film préféré que j'ai découvert en octobre, du coup, le mois dernier. C'est un film d'une réalisatrice belge qui doit certainement aimer les frites, si vous voulez mon avis. Les patates, en tout cas, elle aime bien. Ah bon ? Ah oui, mais bien sûr, oh là là, je suis idiot parce que ça fait en fait un peu plus d'1 an et demi que vous avez entendu parler d'elle, enfin re-entendu parler d'elle pour certains, à savoir Chantal Akerman, qui a réalisé ni plus ni moins que le meilleur film de tous les temps, selon des tas de spécialistes, à savoir
Jeanne Dillman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, qui est effectivement un super film. Et du coup, à l'honneur de ça, il y a Capricci, ou Capricci, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a ressorti tous ses longs métrages au cinéma. Il y a une énorme rétrospective qui a lieu depuis fin septembre. Alors nous, à Toulouse, elle arrive un peu tardivement. On a toujours les films un petit peu en retard, hein. C'est peut-être parce qu'on n'est pas à Paris. Du C'est coup, le, on temps va c'est le temps que les charrettes amènent les films. En province. Ouais. en province, Il y a pas que encore les gueux l'électricité, puissent c'est avoir compliqué. quand même la bonne parole. Et bref, mais du coup, ouais, ça a été l'occasion de découvrir certains de ces films. Il y a eu il y a des films que j'ai adorés. Il y avait eu Les Rendez-vous d'Anna, il y a eu Golden 90s, qui est vraiment une super comédie musicale. Mais je pense que le film qui m'a le plus touché, qui m'a le plus plu, il s'appelle News from Home, qui me semble-t-il est son second ou troisième Je long suis empêchée métrage. de penser à Spider-Man quand tu News dis from ça, Home. oui. Eh ben, justement, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a Tom Holland qui de temps en temps se va de toile en toile. Non, pas du tout. En fait, ça raconte l'histoire. En fait, non, c'est un documentaire du coup. Mais l'angle que va adopter Chantal Akerman, c'est que elle va lire les correspondances qu'elle a eues avec sa mère, mais que les réponses de sa mère. Elle va lire toute la relation épistolaire qu'elle a eue avec sa mère. Et pendant qu'elle va la lire, les images que nous allons avoir, ce sont ces 2 années de déambulation à New York. Donc des fois la caméra est fixe, des fois elle bouge un petit peu. C'est généralement que par des plans latéraux, c'est-à-dire un travelling latéral, c'est-à-dire que ça se déplace horizontalement, de droite à gauche ou de gauche à droite. Et je sais pas, en fait, j'ai trouvé le film captivant, hypnotisant. Chantal Akerman, c'est quelqu'un qui est reconnu pour avoir un style très lent, alors sauf dans Golden 90s justement, mais où est-ce qu'elle pose ses cadres. Et en fait, ce qui est assez fantastique chez elle, c'est que vu qu'elle a un passé de photographe, elle a une notion du cadre qui est incroyable. On l'avait vu notamment dans Jeanne Dillman, je trouve que les plans sont magnifiquement cadrés. Et là aussi, et en fait, ce qui est génial, c'est parce que elle filme New York. Alors, elle va très peu filmer les plans connus, donc elle va pas aller filmer l'Empire State Building, elle va pas aller dans les plans, enfin dans les quartiers connus, elle va surtout filmer la banlieue américaine, celle qu'elle a vraiment connue, là, parce que elle a passé ses 2 ans à la rencontre d'autres artistes, les lieux qu'elle a fréquentés, notamment les lieux culturels, les rues par lesquelles elle est passée. Et je sais pas, en fait, le fait qu'il y ait ce regard extérieur sur cette ville et qu'en plus, elle laisse durer le plan, mais des fois, c'est du 1, 2, 3 minutes sur une rue, parce qu'il y a juste des gens qui passent, et en parallèle, on a la relation avec sa mère, où c'est jamais daté, on ne sait jamais quand c'est qu'elle a reçu, mais toutes les lettres se font réponse un petit peu par rapport à elle. Eh ben, il y a cette sensation très étrange de j'ai l'impression de tout connaître à la fois de New York et à la fois de la relation mère-fille qu'il y a entre Charlotte Ackerman et sa mère. Et puis vu que ce sont des lettres qui, je pense, n'étaient absolument pas destinées à être lues au grand public, eh ben, il y a une sincérité, une vérité comme une mère qui parlerait à sa fille pour prendre de ses nouvelles, pour essayer de savoir comment elle va, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, qui se dit tu nous écris pas beaucoup, tu nous manques, mais voilà, je parle de toi aux amis, ils se demandent comment tu vas, etc. Et alors il y a des choses, je vais pas dire bateau, mais qui vont aller là-dessus, et des choses un peu plus en profondeur sur vraiment, qu'est-ce que tu fais, c'est bien que tu fasses ça, etc. C'est mal, enfin bref, une relation entre guillemets typique mère-fille, mais qui là est retranscrit de manière telle quelle, et j'aime trop. Et le film a eu un vrai pouvoir de fascination envers moi, notamment ce plan final que je peux vous révéler, c'est juste elle qui parle de New York, et ça doit être, je sais pas, elle a posé sa caméra sur le bateau qui part de New York, et le plan doit durer 7 minutes, et tu vois New York partir au fur et à mesure. Et j'aime énormément cette manière dont elle a de travailler à la fois le cadre, à la fois le temps dans ces images, qui fait que j'ai trouvé un film passionnant, atmosphérique. Et comme je dis, il y a vraiment cette sensation très étrange de j'ai l'impression de tout connaître de New York. Et pourtant, elle va jamais dans les bâtiments, elle filme toujours des extérieurs, comme si on était témoin oculaire, quand on voyait New York un petit peu de loin à travers ce qu'elle filmait. Et puis voilà, non mais c'est vraiment super. Je vous encourage vraiment à découvrir du Aka Norman, sachant que, bonne nouvelle, Arte va en diffuser, va en mettre disponible sur son site, hein, arte.tv, à la fin du mois. Donc il y a La Captive, il y a Jeanne Dillman, il y a Je tue, il, elle, que pour le coup, lui, j'aime pas du tout. Il y a Golden 90s. Et je vous encouragerai à découvrir
à commencer Chantal Akerman par celui-ci parce que c'est un film très pop, très pétillant et je trouve qu'ils sont plus accessibles parce que là pour le coup ça bouge, ça chante, ça parle et ça traite d'un tas de sujets, c'est vraiment super Golden 90s pour le coup. Mais bref, ouais, News from Home, ça a été un énorme coup de cœur et je vous encourage vraiment à le découvrir parce que c'est super. La simplicité du dispositif renforce totalement l'émotion qu'il y a dedans, un petit peu comme j'avais beaucoup aimé Toute la beauté de sans verser d'un autre registre. Mais voilà, des fois, t'as pas besoin de faire plus. Juste, tu filmes un plan, tu fais des gens qui parlent et ça suffit. Vraiment, donc ouais. News from Home, une très 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 belle découverte. Putain, c'est super simple de faire un film en fait. On Mais- m'avait mais- pas dit. Bah, après, c'est ça qui est assez fascinant chez John Dillman, c'est que même Je t'il il elle que pour le coup j'aime pas beaucoup, ben, c'est un film qui est très simple dans la manière dont il a été fait et qui a des gens qui c'est un film qui est globalement très apprécié. C'est juste je suis complètement resté en dehors. Mais c'est ça qui est cool avec Chantal Akerman, c'est que c'est des films qui ont une certaine simplicité et qui arrivent à toucher. Les Rendez-vous d'Anna, c'est juste des gens qui se sentent mal et qui en parlent et c'est trop beau quoi. Et dans celui-ci, Chantal Akerman, elle est présente dans le film? On la voit, on l'entend parler ou pas du tout? Alors au début je savais pas, c'est en lisant un petit peu dessus que j'ai compris que la voix qu'on entend c'est celle de Chantal Akerman qui lit les lettres de sa mère. En fait D'accord. je sais plus à quel moment je l'ai compris, si c'est en regardant Je tue il elle où est-ce qu'elle tient le rôle principal ou si c'est en le lisant, mais non elle n'apparaît pas à l'écran. D'ailleurs il y a les vies qu'on voit sont vraiment les silhouettes des New-Yorkais qui passent devant la caméra mais qui n'interagissent pas du tout avec, qui vont pas la regarder etc. Mais voilà il y a une manière de filmer la ville que j'aime énormément. Trop bien. Allez, c'est parti pour le dernier tour de table. On va peut-être faire plus court pour les films qui arrivent. Ok. Et pourtant, je vais parler du film le plus longtemps. On va continuer avec Julie. Quel est le dernier film dont tu voudrais nous parler? Je vais vous parler de The Outrun, Eh oui. réalisé par Nora Finchite, et donc qui est sorti là cette année, que j'ai vu au ciné. Que ça a été un énorme coup de cœur pour moi, ce film, j'ai beaucoup aimé. Et donc il y a l'actrice Saoirse Ronan qui joue dedans, vous la connaissez sûrement pour Lady Bird notamment, et qui nous présente de nouvelles couleurs de cheveux, toujours éclatantes. Et plusieurs cette fois. Et Là, vous plusieurs. avez plusieurs couleurs de cheveux pour le même film. Ça c'est pas mal, ça fait toujours plaisir. Et donc ce film, je sais pas, c'est un peu difficile à expliquer de quoi il parle, mais basiquement ça parle donc d'une jeune femme qui est écossaise, et en fait le film va montrer différents moments de sa vie à travers notamment un des sujets importants du film, c'est son problème d'addiction à l'alcool. Donc on va montrer des moments où elle est enfant, des moments où elle a vécu pendant 10 ans, elle fait ses études à Londres, et le moment où elle retourne chez ses parents, où elle retourne en Écosse, va vivre sur des îles, tout ça. Enfin, des îles écossaises. Et j'ai trouvé que c'était un film qui était très fort émotionnellement. Enfin, ça parle de choses assez dures, c'est parfois très violent, mais c'est aussi très touchant. Et pour moi, la grande force du film, c'est son montage. Et c'est le fait que c'est pas du tout chronologique. En fait, tous ces événements vont être secoués un petit peu dans tous les sens. Et pour moi, ça montre vraiment... c'est vraiment fait comme si c'était ses souvenirs, en fait. Et donc, c'est pas du tout linéaire. Et c'est, je pense que tu reproches, Robin, le fait qu'on comprend pas toujours. Non, c'est pas un reproche. C'est ce qui Ok. fait que ça m'a pas permis de rentrer totalement dans le film. Oui. Ce que je comprends, c'est-à-dire qu'au début, on a des scènes, on ne sait pas en fait quand c'est, on sait pas forcément, on ne comprend pas en fait au début. Et c'est au fur et à mesure que le film avance qu'on comprend en fait la chronologie des événements, qu'on comprend certains indices, notamment du coup par ses cheveux. Et ça, c'est rigolo, ça m'a un peu fait penser à ce qu'il y a dans Eternal Sunshine. Je pense que c'est un Sunshine aussi, bien sûr. C'est notamment par ces couleurs de cheveux qui changent, ces coupes qu'on va savoir quand c'est dans l'histoire, et aussi un petit peu comment ça se passe dans sa vie, dans sa tête. Et voilà, je trouve que par le montage et la mise en scène, c'est hyper beau, c'est hyper intelligent, il y a plein d'idées, donc c'est vraiment très riche. Ça va aussi vraiment servir le propos donc de parler de la difficulté en fait de sa relation à l'alcool. Notamment, moi, ce qui m'a marqué, c'est que par le montage, parfois, j'ai l'impression que ça nous fait ressentir cette sensation de rechute, parce qu'on va la suivre à un moment où elle est sobre, puis on va avoir un moment, un flashback de ses pires moments, par exemple, de rapport à l'alcool, et on le vit, nous, en tant que spectateurs, comme si elle avait rechuté. Et en fait, par ce montage et par ces allers-retours, on va vivre, en fait, un petit peu tout ce qu'elle va vivre, on va comprendre
on a des moments de sa relation avec sa mère, et puis on flashback et on voit sa relation quand elle était enfant, son père qui est, je sais pas plus, il est bipolaire ou maniaco-dépressif, et comment ça va l'influencer par la suite avec sa relation à ses parents. Le moment où elle est à Londres, où elle a une relation amoureuse qui est vraiment très belle et qui est aussi très compliquée, puisque voilà, il va y avoir son addiction qui va se mêler à ça. Et ensuite, ce moment où elle va donc se retrouver un petit peu seule face à la nature. Donc elle va vivre sur une île écossaise. Elle est toute seule, elle va étudier les animaux. Et il y a ce moment de reconnexion à la nature qui est vraiment très très beau. Et c'est vraiment montrer cette solitude et ce moment où elle se retrouve elle-même de façon très très juste et vraiment très touchant. Et donc c'est un film qui est assez difficile de par son montage, quoi, parce que il faut un peu quand même s'accrocher pour essayer de comprendre et remettre les pièces du puzzle ensemble. Après, moi je l'ai vécu de façon, je me suis dit c'est pas grave si je comprends pas non plus tout exactement comment ça s'imbrique, puisque je ressens quand même beaucoup ce qu'elle ressent. Elle est incroyable, Saoirse Ronan, dans le film. Vraiment, elle porte le film avec une force. C'est vraiment fou. Et voilà, tout ce voyage émotionnel, des moments qui sont doux, qui sont drôles, qui sont beaux, et d'autres qui sont vraiment violents. Donc voilà, trigger warning par rapport à la addiction à l'alcool. Ça peut être vraiment dur, je pense, comment c'est représenté, mais c'est beau et ça... Enfin, moi, il y a les petites larmes qui sont sorties, inévitablement. Et c'est rigolo, tout à l'heure, tu parlais de générique de fin. Moi, j'ai beaucoup aimé comment le film s'est clôturé. Et la musique de fin, c'est aussi une musique que j'aime beaucoup. Donc voilà, bref, c'est un film qui m'a beaucoup touchée. T'as eu plus de mal, toi, Robin ? En fait, c'est vraiment au niveau de sa narration que le film me perdait souvent par instant, parce que j'arrivais pas à, aussi bien que Julien en tout cas, du coup, à resituer les images et à quel moment ce personnage venait d'arriver sur cette île, à quel moment il était à tel endroit, à quel moment elle venait d'avoir son boulot, etc. Mais après, il y a de très, très fortes qualités. J'aime beaucoup la sensibilité qu'il y a auprès de cette actrice qui est vraiment pas brisée, mais qui essaie de se reconstruire. Donc il y a un côté, on voit vraiment toutes ces fêlures que j'aime énormément. La photographie qui rend vraiment honneur au paysage du haut de la Grande-Bretagne, du coup. On n'est pas en Irlande. J'ai cru un moment où l'Écosse... On n'est pas en Écosse ? Ah, attends, en haut de la Grande-Bretagne, c'est l'Écosse ? Oui. Bah oui, je suis con. Bah oui, du coup, si, c'est totalement l'Écosse. J'ai vérifié parce que moi aussi, je pensais que c'était en Irlande et en fait, c'est en Écosse. Oui, voilà, ces paysages écossais, toujours par la brume du vent. Et justement, c'est là où j'allais revenir. C'est la première fois que je vois ça dans un générique, mais le générique, en fait, c'est, tu vois, je sais pas, colonne de... En fait, ça va d'une colonne de droite à de plus en plus à gauche, puis ça revient à droite, puis à gauche. Et je sais pas, je me suis dit, est-ce que c'est comme si le générique était aussi embarqué par le vent et qui se prenait des rafales, je sais pas. Enfin, le générique, si vous le voyez, la manière où se situe... J'irai que pour le générique. T'iras que pour le En générique. fait, je vais prendre ma place, je vais arriver 5 minutes avant la fin et je vais regarder le générique. Bon, t'as 2 heures, juste avant, voilà. Mais oui, j'irai boire un thé. Voilà, et tu verras peut-être un petit oiseau. On sait pas. Peut-être que t'apprécieras pas forcément. T'es resté jusqu'au bout du générique ? Oui. Il y a le petit... Oui, tout comme il est juste avant. Ouais, voilà, mais c'est pas pareil. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé qu'il soit à la fin. Oui, non, mais bien sûr, c'est une petite joke, comme on dit dans le milieu. Oui, bref, non, mais après, oui, c'est un très chouette film, et malgré la dureté qu'il présente, il y a un côté presque bonbon, presque très doux qui se ressent durant le film. Et là, parce que je l'ai préféré, bien sûr, c'est dans cette relation que je trouvais très bien représentée. Même si c'est une relation qui peut être dure, mais la relation entre elle et son copain, du coup, on peut dire son copain, qui part de rien un petit peu, c'est une histoire comme ça qui finalement s'embrasse de passion, etc., que je trouve très belle. En plus, il n'y a aucun dialogue pendant toute une partie de leur relation, qui fait que j'aime beaucoup. Tout est fait à partir de gestes, de regards, d'une photographie très douce que j'ai beaucoup aimée. Alors, du coup, moi, je vais parler d'un film dont je pense on va reparler. Donc, en vrai, voilà. Je vais parler de l'histoire de Suleyman, qui est sorti cette année, qui est réalisé par Boris Lochkin. C'est ça. Je crois. J'ai une tendance à écrire les N comme des R ou comme des C. Et du coup, des fois, je me relis, je dis, je ne connais pas le nom de cet homme, en fait. Donc, l'histoire de Suleyman, c'est un film type fragment de vie. On suit Suleyman pendant 48 heures, je crois, à peine.
et qui est, alors je vais dire livreur Uber Eats parce que bon, c'est sous-entendu comme tel, mais bon, livreur d'un truc du genre Uber Eats, qui est livreur de manière illégale. Et à l'issue du film, en fait, Suleiman doit passer un entretien afin de faire une demande d'asile. Donc pendant ces 2 jours, en fait, il va courir après le temps, en fait, globalement, et courir après l'argent aussi, parce qu'il faut qu'il répète l'histoire qu'il va raconter donc au rendez-vous pour avoir sa demande d'asile. En fait, il est conseillé par des personnes qui lui disent qu'il ne faut pas qu'il raconte sa vraie histoire, mais plutôt qu'il raconte une histoire beaucoup plus politisée, qu'il a participé à des révolutions. Et donc, il apprend un petit peu par cœur des dates, il apprend l'histoire, il la répète. Et en même temps, en fait, les personnes qui lui conseillent de faire ça lui demandent en retour de l'argent, en retour de cette histoire, en retour de documents officiels qu'il va pouvoir montrer lors du rendez-vous pour bien prouver qu'il a fait la révolution, etc. Et donc, en fait, il doit payer des personnes pour obtenir ces fragments d'histoire. Moi, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà parce que, bon, voilà, c'est un film social qui représente, je pense, la réalité d'énormément de gens en France, en fait, et qui représente la précarité ultra angoissante de ce personnage, parce que donc je disais il est livreur Uber Eats, je vais dire Uber Eats, mais livreur de manière illégale, c'est-à-dire qu'en gros il y a quelqu'un qui a un compte Uber Eats et qui l'emploie illégalement en fait, et qui prend un assez gros pourcentage des livraisons que fait Suleiman, sauf que du coup Suleiman n'a pas le droit de travailler puisque c'est pas ses papiers, ce qui le met dans une situation ultra précaire et ultra sur le fil tout le long du film, parce que en fait dès qu'il doit répondre, en fait régulièrement il doit faire des check-ups d'identité avec le compte, donc il est obligé de courir après son employeur. Et en même temps, il y a ce entretien qui lui pend au nez et avec lequel il n'arrive pas à se dépatouiller, il n'arrive pas à mentir, il n'arrive pas à raconter l'histoire qui n'est pas la sienne. Tous les matins, il se réveille très tôt pour appeler le 115 et chercher un logement pour le soir pour être hébergé parce qu'il est sans abri. Enfin, voilà, il y a toute cette histoire qui est ultra angoissante et il y a beaucoup de tensions durant tout le film, et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien fait et qui, encore une fois, représente en fait la réalité de beaucoup de gens et les effets aussi de l'ubérisation de nos pays, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien. Ce que j'ai trouvé fort aussi, c'est de représenter en fait que autour de la précarité de ces personnes-là, il y a un business qui se crée par des personnes qui sont pas forcément ultra riches non plus, mais qui vont se faire du revenu sur le dos de personnes qui n'ont aucun revenu en fait, et qui vont trouver des moyens petit à petit de trouver de l'argent. Et, c'est un système pyramidal. Ouais, c'est ça. Quasi. Ouais, quasi. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant et vachement fort. Et ça montre aussi toute la cruauté du système administratif qui fait que quelque part on est obligé de, comme si ces personnes-là étaient obligées de mentir en fait pour avoir les faveurs d'une administration sans âme. Voilà. J'ai juste trouvé la fin du film, je me suis posé des questions, on va dire. Je trouve que la vision administrative est peut-être, je sais pas si les gens sont aussi sympas en vrai dans le système administratif, mais ça fait quand même beaucoup de bien d'avoir de l'humanité à la fin du film et d'avoir où la pression retombe et où on prend le temps, là où tout le long du film on a un truc très haché, très rapide, où on passe d'une séquence à une autre assez rapidement parce que en fait on va au rythme du personnage. À la fin, tout d'un coup, la dernière séquence, je crois qu'elle dure bien 20 minutes. Ouais, c'est ça. Et ça fait vraiment du bien de se retrouver un peu plus au calme en fait avec le personnage. L'acteur est incroyable, enfin vraiment, je crois qu'il a gagné l'interprétation à Cannes. Alors c'est Ambou Sangaré, il a gagné le prix d'interprétation masculine dans la section Un certain regard. Ah voilà, c'est ça. Donc c'est grosso modo la Ligue 2 voilà, du Festival de Cannes. Mais c'est totalement mérité, c'est vraiment très bien. Et enfin, la chose que j'ai adorée, c'est la manière dont la solidarité est représentée dans le film. Donc en fait, tout au long du film, quand il récupère les commandes, Suleiman, quand il les apporte à certaines personnes, en fait, on voit une solidarité se créer entre les gens qui ont un travail précaire, entre les gens marginalisés. Et c'est un truc qui se montre à la fois entre les personnes avec qui il travaille, donc les personnes dont il récupère les commandes, et en même temps certains à qui il va rapporter les commandes. Je pense par exemple quand il apporte la commande à un vieux monsieur qui a du mal à se déplacer. Elle est super cette scène. Voilà. Et il y a toute cette solidarité-là qui est représentée dans le film que j'ai beaucoup appréciée,
tout en n'étant pas non plus trop dans le cliché, mais tout en représentant à côté comment certains bourgeois qui reçoivent ces commandes vont être au contraire très dédaigneux et ne pas du tout se rendre compte de ce qui se passe derrière la vie des personnes qui sont en face d'eux, sans être cliché non plus, sans dire ah ben voilà, tous les gens qui commandent Uber, c'est vraiment des cons, ils sont désagréables. Simplement, j'ai l'impression de mon point de vue de personne qui ne sait absolument pas en fait de quelle est la vie de ces personnes-là, mais j'ai l'impression que c'est plutôt bien représenté. J'ai l'impression. Voilà. C'est un film qui n'est ni idéaliste dans sa représentation, ni, et ça c'est ce qui aurait pu, vu le sujet, ni misérabiliste. Oui, en tout oui, cas, c'est ça. je Oui, il y a un trouve. bon équilibre. Donc, Ouais. c'est peut-être de là que il y a cette sensation de justesse à Oui, travers c'est non ça. seulement le propos, mais aussi la manière dont c'est filmé. Ouais. Et une approche très documentaire aussi par certains Ouais, je passages. te laisse aussi. continuer du coup. Oui. Et c'est marrant que tu dises que la séquence dernière minute, tu l'as vécu comme un truc un peu plus apaisant. Au contraire, moi, j'étais très, très stressée pendant cette... Alors, je Ah, ne ok, reprends vas-y. pas apaisant, mais je trouve que c'est la première fois qu'on prend juste le temps. Mais D'accord. c'est hyper stressant, dans le sens, Mm. c'est angoissant plus que stressant, parce qu'on le sent se dépatouiller, mais à la fin, il y a quand même une forme de relâchement, quand même, qui est agréable pour le personnage. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve qu'il y a une forme de relâchement. Je voulais pas dire que c'était trop apaisant l'administration et tout. Simplement, c'est la première fois, je trouve, dans le film que vraiment on prend l'action en entier dans le temps, dans un temps qui est plus long quand même. Oui, parce Ok. que le film est sans temps mort, sinon jusqu'à là. Oui, oui, voilà, enfin, c'est un contre-la-montre, comme vous disait. Mais je Mais trouve oui, que c'est le film angoissant, oui. arrive vachement bien à canaliser tout ça jusqu'au Oui. point d'orgue de l'angoisse. Pour moi, c'est cet entretien. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a vécu avec le personnage, genre, ça peut être anéanti en 2 secondes. Et on sent à quel point il est sur le fil du rasoir pendant son récit. On voit quand il... Enfin, et nous, ce récit, on commence à le connaître aussi parce qu'on l'a entendu Ouais. plusieurs fois avec lui dans le film. Donc, on voit les moments où il bute, on voit les moments où il se trompe, on voit où la personne en face, elle n'est pas convaincue. Et moi, je sais qu'à ce moment-là, genre, mon cœur, il battait tellement vite, j'en pouvais plus. Je me suis dit, il va jamais y arriver. Mais Puis on le sent de ouf quand il ment super mal. Enfin, Non, c'est un film hyper intense et très important, je trouve, à voir. Ouais. Julie, toi aussi, tu l'as vu? Oui, bah, c'est fou, ouais, c'est le film, enfin, il reste grave avec moi, j'ai l'impression d'y penser très souvent, il m'a vraiment touchée, quoi. Et comme tu dis, l'ambiance tendue pendant tout le long du film, c'est vraiment lourd, quoi, c'est vraiment La scène avec les dur. flics, c'est Je pensais à ça. Pour moi, c'est la pire scène. La scène avec les flics, j'étais tellement dans le mal. Et après, il y a eu la scène du coup de l'entretien et l'administration. Pareil, c'était le même niveau de tension pour moi. C'était vraiment dur. Et voilà, vraiment, je reviens sur tout ce que tu disais, mais les quelques moments de solidarité, tu parles de la scène avec le vieux monsieur, mais juste le moment où il va chercher un colis et la dame lui donne un bonbon. Oui. Moi, là, j'étais Non, mais en mode- oui, ça fait du bien. Juste ça m'a fait tellement du bien. Et c'est pareil, c'est le style de truc auquel je repense. Et sur le point de vue documentaire, je crois qu'à la fin du film, il remercie beaucoup de gens qu'ils ont interviewés, notamment plein de livreurs. Oui. Et je trouve ça chouette qu'il y ait cette recherche qui soit faite, qu'ils soient remerciés. Et je trouve que ça se voit totalement Oui. que C'est pas- sérieux, ouais. ça sort pas de nulle part, quoi. C'est vraiment des vraies histoires de vrais gens. Et c'est tellement important et ouais, c'est très fort. Surtout que, un petit peu comme j'en avais parlé pour Prince of Broadway, là pour le coup, je le sais, là c'est du casting sauvage. Abou Sangaré, c'est son premier film. Je sais pas s'il va en rejouer parce qu'il est pas du tout acteur et je sais pas s'il veut aller là-dedans. Mais là, parce que c'est tiré en partie de sa vie, qui lui aussi est sans papier, me semble-t-il. Et je sais pas si vous en avez entendu parler, au moment où le film venait de sortir, peu de temps après, il y a son OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, alors qu'il n'a pas été levé, pas entièrement, mais qui a été reconsidéré en mode est-ce que vraiment il va avoir cette OQTF ou au contraire on va lui enlever. D'accord. Le film va forcément aider en sa faveur, j'espère en tout cas, mais il y a un certain soulagement de dire tu vois ce film au moment où son OQTF est remise en question, D'accord, je voire savais va pas être du tout, enlevé. Mais oui, et justement, ça a fait énormément de bruit à Cannes quand, du coup, le réalisateur est venu avec son acteur principal, de se dire, c'est un sans-papier qui a cette OQTF, justement. Donc, il y avait aussi un geste très politique du simple fait d'avoir cet acteur-là, non seulement à Cannes, mais surtout dans le film. Enfin, il y a un geste politique déjà très fort et que le film va continuer de développer tout du long. Et avec, justement, cet aspect très documentaire qui... Par instant, je me dis, mais comment ils ont fait? Enfin, il y a des plans où est-ce qu'ils suivent, du coup, Souleyman Ah ouais, à vélo, là, à vélo, dans Paris. dans Paris. Je me dis, Quel comment enfer, ouais. ils ont réussi à tourner ça? Enfin,
tu sais qu'il y a quelqu'un derrière, mais je me dis, Ah avec oui, ça toute a la l'air- galère ouais, qu'il y a, ouais, avec ouais. toute la circulation, et puis en plus, le film, je vais J'ai pas dire l'impression qu'il que est c'est généreux, petite mais... équipe. Hein. Moi, Quoi j'ai la vibe petite équipe. Hein. Ah À ouais, non, mais certains c'est sûr, moments, mais ça se voit, ils étaient 4. Hein. Mais je me dis, mais et en plus, surtout qu'ils filment souvent. Et des fois, on passe à côté des bus, des fois, il y a les voitures qui traversent. Alors, des fois, c'est fictionnalisé, bien sûr, mais des fois, c'est genre pris sur le vif. Et ça se ressent, et ce qui fait que le film est très immersif, quoi. Bref, Bon, c'est... Oui. je me doute que l'extrême droite va pas aller voir ça, hein, mais c'est un film que beaucoup de gens devraient voir aussi pour un petit peu juste se remettre un peu les idées au clair sur ce que c'est. Moi, ça m'a appris des choses aussi. Enfin, Oui, genre, oui. Surtout le processus en fait de location de compte, etc. Oui, Enfin, je sais que c'est des totalement. choses qui existaient, mais de voir Oui, tout le comment monde, ça oui, se met oui, en c'est pour place. ça. Enfin, le film a une vraie valeur documentaire, pas que dans sa réalisation, mais dans ce qu'il raconte De aussi, ouf. quoi. Et Et j'ai puis une- sur en fait, sur même le processus de ce que c'est de faire une demande d'asile. Enfin, non pas que je savais rien du tout, mais on se doute pas dans les détails de comment ça se passe. Oui, je pense que c'est bien d'aller voir ce film dans tous les cas parce que forcément on apprend des choses et oui, je rejoins ce qu'a dit Zara, quoi, en fait. Et pour conclure, tu dis, ça serait bien que les gens puissent aller le voir, etc. Eh ben, ils vont aller le voir. Le film a dépassé les 400 000 entrées. Il approche des 500 000 et il peut faire un fin de course sur du 600 000 à peu près. Ce qui, pour un film de ce niveau, est énorme. Vraiment, le film a un énorme bouche à oreille qui fonctionne, malgré le fait que l'extrême droite dit « Oh là là, film de migrants, tout ça, ça plaît pas aux Français » ou je ne sais quoi. Bon, déjà, il n'y en a pas 36 000. Et en plus, quand ils y sont, ben, là, pour le coup, ça fonctionne vraiment. Aussi parce que le film est très bon en termes de qualité cinématographique. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que le Oui, film j'en ai fonctionne et pas ça fait parlé, plaisir. mais comme tu disais, c'est une assez grosse prouesse technique, effectivement, en termes de mise en place avec les moments où il est à vélo, etc. Et puis la photographie est très belle, j'ai trouvé. Voilà. Ouais, il y a un côté très naturaliste qui Tout à fait. sert vraiment le film. Tout à fait. Zara, est-ce que tu as un troisième film ou pas? Bah, je pense que je parle de Golden 80s du coup, parce que je sais pas de quoi parler. Ah bah allez, vas-y. Oui, en fait, ça fait pas très enthousiasme de ma part. J'ai beaucoup aimé le film. Hein. C'est juste que c'est pas mon visionnage le plus proche, on va dire, dans ma mémoire. Mais du coup, Golden 80s. Donc Golden 80s, c'est une comédie musicale de Chantal Akerman qui se passe dans une... Alors, Galerie Marchande, on dit plus ça, si. Oh, si, elle se Galerie passe Marchande. dans une... J'ai l'impression d'avoir 66 ans en prononçant ce mot, je ne sais pas Ah, si, pourquoi. une galerie marchande. Ok, qui se passe dans une galerie marchande. Et donc, ça va être surtout dans ce huis clos que représente cette galerie marchande, des histoires de cœur entre des commerçants. Donc, on navigue entre 3 échoppes, hein. Un salon de coiffure, un bar et une boutique de prêt-à-porter. Le film, déjà, saute un petit peu aux yeux parce qu'il est très pastel, bonbons acidulés, années 80, comme dans les pubs. Enfin, voilà, il a vraiment cette image d'Épinal des années 80 qui fait partie de la conscience et du cliché collectif. Et c'est ça qu'il y a un côté un peu jouissif aussi dans ce film. Je trouve que le film est vraiment fun déjà à regarder, mais aussi à écouter. Les chansons sont vraiment très cool. Et très bien écrit. Notamment Lala, Lili, Lolu. Oui, voilà, et genre elles arrivent, elles frôlent avec le... Enfin, voilà, le film est très kitsch, frôle un peu avec le grotesque aussi des fois. Mais voilà, il y a quelque chose de très jouissif dans ce film. Et le film, en fait, avec cette image acidulée, va avoir finalement des thèmes assez mélancoliques parce qu'en fait, il va parler d'amour, de déception amoureuse, de plaisir frustré. Il y a un petit côté histoire de coucherie, un peu vaudeville, un peu Hélène et les garçons aussi. Vraiment, le film pue vraiment le début de la sitcom. C'est vraiment l'image qui s'en dégage, quoi. De machin qui veut sortir avec truc, mais en fait, elle veut pas parce qu'elle sort avec machin. Et en fait, je trouve que sous cette couche hyper... je veux dire superficielle, mais en fait, voilà, surtout vraiment très plaisante, que ce soit à travers les costumes, l'esthétique des personnages, les chansons, cette image hyper joyeuse. Je trouve qu'au final, le film parle quand même de personnages qui sont assez tristes dans leur vie, qui ne font pas vraiment ce qu'ils veulent, qui se résignent à faire des choses, à faire des choix dont ils n'ont pas vraiment envie, pour essayer de rester un peu, voilà, dans cette image de
de magazine, de parler de, le fait que ça se passe dans une galerie marchande, je trouve que ça marche vachement bien pour parler de désir frustré parce que voilà, en fait, c'est comme si tout le monde avait un peu ce magazine avec les couples parfaits, etc. et essayer de s'y coller, essayer de répondre à ces attentes marchandes mais aussi sentimentales, mais qu'au final, cette galerie marchande-là, elle est que le théâtre de déception et de gens qui essaient de rentrer dans le moule et qui essaient de se contenter d'une fiancée qui les aime pas, de se contenter d'un mari avec qui ils sont depuis hyper longtemps, de se contenter d'un amoureux qui est très très loin et qui va peut-être pas revenir, mais c'est pas grave, il m'aime quand même. Enfin, voilà, je trouve que le film navigue hyper bien entre son esthétique et ce de quoi il parle réellement. Tout en réussissant à être hyper jouissif en fait dans son visionnage. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé le film très ludique, vraiment cette histoire de frustration, de désir, c'est vraiment je veux dire, elle arrive en seconde lecture, ça veut pas dire qu'elle n'est pas évidente ou quoi, mais je trouve qu'on peut aussi prendre le film pour un bon divertissement coloré, et on peut aussi le prendre comme une espèce de critique sociétale de ce qu'on attendrait en fait de couples bourgeois ou qui essaient de rentrer dans une espèce de moule bourgeois. Et à la fin du film, enfin c'est pas un spoil, en fait le film se finit sur, pour la première fois, les personnages sortent de la galerie marchande, donc il y a une espèce de bouffée d'air frais, de possible en fait qui s'ouvre en même temps qu'on sort de cette galerie marchande. On se dit bon, peut-être que tout n'est pas perdu pour ces personnages, peut-être qu'ils vont réussir à créer autre chose. Enfin bref, voilà, je trouvais le film hyper vivant. Je trouve qu'il y a énormément de choses à dire sur ce film, et je trouve que ça peut être... Donc moi, j'avais jamais vu aucun film de Ackerman, c'était ma porte d'entrée. Et c'est une très belle porte d'entrée. Ah oui, je confirme. Et puis, je te rejoins. Enfin, après, il y a toute une dimension tragique que j'aime énormément, mais ça reste un film très pop et très, très agréable à voir. Et puis, en plus, il y a Delphine Seyrig, que j'adore, donc, qui est l'actrice principale de Jeanne Dielman, qui est, je sais plus qu'elle fait dans Podane. La marraine, je suppose. C'est pas elle qui joue la marraine de la bonne fée ? Alors, pour moi, Marraine de la Bonne Fée, c'est Shrek 2, du coup. Bon, la marraine de Podane, quoi. Oui, la marraine de Podane, qui est géniale. Enfin, c'est une actrice que j'aime beaucoup et qui est là, et géniale. En plus, elle a vraiment sa voix, ce grain de voix si particulier. Et Chantal Akerman, c'est super bien la diriger. Et puis, il y a ce truc que j'adore dans les comédies musicales, quand il y a un personnage qui chante, et ensuite, hop, il va y avoir tout le monde qui va se mettre... une espèce d'euphorie générale. Complètement. En fait, justement, dans ce salon, ce salon de coiffure, à un moment, tu as la comédienne principale qui va se mettre à chanter, et il y a toutes ses collègues qui vont juste faire une apparition dans le chant, qui vont compléter, qui vont repartir, et c'est super. Et en vrai, franchement, ce que tu dis avec Hélène et les garçons, je le vois notamment avec ce quatuor de loubar qu'il y a dans... Oui, dans le ton aussi, genre des fois, c'est un ton très caricatural, et je parlais que je reprochais le ton théâtral. Là, c'est plus espèce de cabotinage sitcom que de métaphore théâtrale, mais en soi, peut-être que je me contredis un peu dans ce que je n'aime pas dans certains cinémas ou quoi, mais je pense qu'avec l'emballage général, pour moi, là, ça marche. Je pense qu'il faut s'y faire à ce ton aussi. Vraiment, les premières minutes, en mode, ils parlent tous de manière un peu bizarre. C'est la manière dont on dirige les actrices, de manière générale. Oui, voilà. Après, moi, c'était mon premier film, mais je trouve que ça allait avec le ton du film et ce qu'il voulait raconter aussi de personnes qui essaient de se construire une identité dans cette galerie marchande, une identité de magazine. Donc voilà. Bref, allez, j'ai 5 minutes, même pas 4, pour vous conseiller un dernier et ultime film. Je vais vous parler d'un film de Henri-Georges Clouzot, qui est un réalisateur français que j'aime énormément. Alors, il y a des films que j'aime pas du tout de lui, genre Ça a l'air de la peur, mais il y a des films que j'adore, comme Quai des Orfèvres, L'Assassin habite au matin, et surtout La Vérité, qui était pendant très longtemps mon film préféré de ce cinéaste, jusqu'à ce que je découvre ce dernier film. Mais juste avant de vous en parler, peut-être que vous connaissez L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot, film maudit sur lequel il a travaillé, qui voulait filmer comment un couple se délie, comment la jalousie de l'un empiète sur la jalousie de l'autre, comment un couple se détruit. Mais surtout, si ce film est tant connu, c'est parce que Clouzot avait tenté beaucoup d'expérimentations visuelles et qu'on n'avait pas vu à l'époque, à base de trucs stroboscopiques, à part de jeux de lumière assez insensés, de jeux de miroirs, etc. Et en fait, c'est parmi les seules pellicules qui restent du film parce qu'il n'a jamais pu le finir. Et pendant des années, je croyais qu'il n'avait jamais tourné L'Enfer et qu'il n'y avait que la version de Claude Chabrol.
Or, ce que j'ai appris, mais par le plus grand des hasards, il passait dans le cadre du Figaro, il y avait ce film-là, La Prisonnière, donc de Georges Clouzot, enfin Henri-Georges Clouzot, pardon, et qui est son dernier film. Et ce que je ne savais pas, c'est que, en fait, il a réalisé L'Enfer. Il a réalisé L'Enfer et ça s'appelle La Prisonnière et c'est incroyable. Alors, ça nous raconte l'histoire de José, qui est la femme d'un artiste plastique qui est en train de finaliser sa dernière œuvre pour l'amener dans une galerie artistique. Et les 20 premières minutes, il n'y a pas d'histoire, hein, clairement. C'est juste Clouzot qui prend sa caméra et qui se dit « Je vais m'amuser à filmer l'art moderne, en tout cas l'art contemporain des années 60 ». Donc, il va poser sa caméra partout, il va faire des jeux avec comment elle-même ses œuvres jouent, et c'est purement un jeu plastique. Pendant 20 minutes, il y a très peu d'histoire, on connaît assez peu les personnages, c'est juste lui qui va s'amuser. Et il y a des scènes qui sont géniales, un moment, c'est très vite dans le film, son mari la trompe avec une autre femme et il va pas la filmer normalement, il va la filmer à travers plusieurs miroirs qui fait que leur visage se décuple dans tous les sens et c'est très plaisant. Et une fois qu'il a fini avec ça, il va commencer à construire une relation qui va tendre dans le malsain et dans un certain érotisme avec un des collègues, je crois que c'est celui qui tient la galerie marchande, donc un des collègues du mari, qui s'appelle Stanislas. Et en fait, il va commencer à construire une relation de fascination, de domination, de désir, les désirs inavoués, parce que c'est quelqu'un qui prend des photos érotiques de nus. Et José, qui est un peu prude au tout début, va commencer à plonger corps et âme dedans, et il va y avoir cette fascination qui va commencer un petit peu à peu à la détruire elle, et justement cette relation de couple, et lui et son mari qui se rencontrent au fur et à mesure que elle est en train de le tromper, et justement, cette relation de couple qui se brise, il le filme là-dedans. Et je sais pas, il y a quelque chose que je trouve, mais enfin, il filme le dégoût, il filme l'interdit, la manière dont il va filmer justement le corps de ces femmes qui est purement du male gaze, parce que c'est justement comment Stanislas idéalise, fantasme le corps de ces femmes. Il y a une manière de le faire à travers le montage, à travers sa réalisation, où est-ce qu'il va toujours filmer jamais frontalement, mais toujours à travers, je sais pas, peut-être des rideaux, à travers des reflets, à travers de la lumière. Enfin, il y a quelque chose de filmé et c'est un film qui va avoir un érotisme palpable et sous tension durant toute sa seconde moitié. Et là où est-ce que je trouve que le film, c'est fou, et surtout quand tu le compares avec Le Salaire de la peur, que j'aime pas du tout, notamment sur ces personnages masculins, c'est que là, c'est un film qui te dit que les hommes sont pervers, malsains, voyeuristes, qui se servent des femmes pour satisfaire leurs désirs, les manipulent, et puis par leur jalousie, vont les abandonner. C'est un film qui est hyper sombre sur, non pas l'humanité de manière générale, mais vraiment sur les hommes et comment ils manipulent, comment ils dominent les femmes, qui s'en servent juste pour leur propre plaisir, leur faire valoir, et après ils les lâchent comme n'importe quoi, et comment ces femmes souffrent à cause de ces relations ultra toxiques qu'elles subissent. Et c'est un film qui date de 68, et je vais pas dire que c'est une œuvre révolutionnaire ou en avance sur son temps. Je pense qu'il y a d'autres œuvres, d'autres peut-être réalisatrices ou autrices qui parlaient de ce genre de sujet. Mais voir Clouzot s'en emparer, ça m'a vraiment surpris. Et puis, La Prisonnière, c'est quoi? C'est José, cette femme qui est à la fois prisonnière de ses propres désirs, de comment elle se plonge là-dedans, mais aussi du regard que les hommes portent sur elle. Donc c'est assez fascinant. Et quand je vous parlais de l'enfer, et ben Clouzot, il s'est dit, bon, j'ai pas réalisé l'enfer, mais je vais quand même faire mes jeux d'expérimentation visuelle. Et donc les 5 ou 10 dernières minutes, là aussi, on replonge sur, lui, il va faire des zooms, il va faire des dézooms, il va filmer, il va mettre un miroir qui va les décupler à l'infini, il va s'amuser à faire n'importe quoi, il va les piocher dans du giallo, justement, et il va complètement faire ce qu'il faisait dans ce qu'il avait voulu faire dans l'enfer, et ce qui fait que ce film porte justement toute cette trace, tout ce fantôme à l'intérieur. Et puis bon, je vais pas rentrer dans la mise en scène, mais la mise en scène pour moi est magistrale, notamment sur les codes couleurs qu'il y a à l'intérieur, comment à travers les codes couleurs il continue de développer son propos. Genre par exemple, Stanislas n'est qu'habillé qu'en rouge, me semble-t-il, elle est habillée tout en jaune avec une écharpe rouge. Et donc là, c'est évident, ça veut dire que les deux ont leur propre identité, mais elle est encore attachée à lui, alors que lui, mais pas du tout, il s'en fout totalement d'elle. Et c'est fascinant, et il y a des dialogues, et les dialogues, c'est le fort de Clouzot. Il a toujours su extrêmement bien écrire les dialogues. Il était dialoguiste avant d'être réalisateur, et puis il a été scénariste également. Il a une manière de les placer, c'est toujours ciselé, c'est écrit à la perfection. Bref,
Ça s'appelle La Prisonnière. Vous n'avez pas vu ce film, peut-être que vous ne le connaissez même pas. Mais je trouve que c'est un immense film. Et attention, je vais utiliser le C-word, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, j'ai été ébahi par la puissance du film, par son écriture, par sa réalisation, sa mise en scène, son propos. Bref, c'est fantastique, c'est pas assez connu, donc vraiment, je vous en conjure, regardez La Prisonnière. En plus, le film a une ressortie numérique, donc je pense qu'il est pas trop compliqué à choper. Bref, regardez La Prisonnière, c'est fantastique. Regardez du Clouseau aussi, c'est un super réalisateur quand même, de manière générale. Bravo Robin. Voilà. Bref, j'ai clairement La pas tenue, tenu. non. Non, j'ai fait 7 minutes au lieu de. Voilà. J'ai gratté 3 minutes. Bref, finalement pas Ça de. donne très envie en tout cas. Ah bah c'est bien l'objectif. Si Moi, vous, je suis sûre, je veux pas faire ma grosse rageuse, je suis sûre que je vais détester le je film. pense que ouais. J'ai regardé les images et tout, je suis en mode non. Je vais détester, c'est Ah sûr, non, à et- 200%. Bon bah en tout cas tu vas aimer le travail plastique. Je pense que tu ne peux pas ne pas aimer le travail plastique qu'il y a à travers ce film. Parce que vraiment bon. Après, du coup, t'as vu le docu sur l'enfer? Non, je l'ai pas Ah. vu du coup. Bah, moi, je l'ai vu, il est vraiment très chouette. Et ils en parlent de La Prisonnière? Je m'en souviens pas. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était les images surtout. Ça existe. Il a fait un film dessus. Je suis trop Peut-être content. qu'ils en parlent, mais à ce moment-là, je l'ai vu il y a vraiment longtemps. Je savais Alors, pas. j'en avais entendu parler, mais tous les gens qui m'ont parlé de l'enfer, jamais ils m'ont dit « Hey, La Prisonnière, ça existe !» C'est littéralement l'enfer post-l'enfer, du coup. Et L'enfer, post-l'enfer. voilà, c'est ça. Ça s'appelle Ça, le c'est paradis. pas Bible accurate. Non, clairement pas. Bref, finalement pas de jeu parce que nous avons des choses à faire, notamment une interview Waouh. avec Balia Kasmi, réalisatrice de Youssef Salem, qui revient avec Mikado, Dont je vous avais parlé. dont Zara vous avez parlé, et Mikado qui va sortir en février 2025, donc c'est là que vous retrouverez l'interview. En attendant, déjà, merci d'avoir écouté cet Merci. épisode un peu plus court que d'habitude, et encore. Merci les filles, merci Julie, Merci Robin, merci à tous. merci Léa, Merci tout le monde. et merci Zara. Merci la team. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux, noter, conseiller ce podcast à vos amis, voire vos ennemis. En attendant que l'on revienne, eh bien, allez voir des films et surtout, n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est lequel? C'est celui. Qu'on partage pas. Ouais, voilà, celui qu'on garde pour soi, alors qu'il faut le partager, voilà, c'est ça. Partagez, aimez-vous, voilà, des bisous, salut. La Salut. violence. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.